Introduction au secret de Gwendalavir et histoire de sa libération. La tâche d'éveiller les sentinelles et de libérer Gwendalavir incombait désormais à Ewilan. Entourée de ses amis, elle se remit en route vers la capitale. Artis Valpierre, un rêveur d'Ondiane, les accompagna, et son art de la guérison leur permit de survivre à de nombreux périls. Les Telish savaient qu'une fois libérés, les sentinelles pourraient faire sauter le verrou dans les spires, renversant ainsi le cours de la guerre. Leur priorité était donc d'éliminer Ewilan. Ils dépêchèrent dans ce but par un pas sur le côté plusieurs hordes Raïs, auxquelles les compagnons parvinrent à échapper. Lors du dernier affrontement, ils furent secourus par un petit groupe de guerriers Fael, ce peuple étrange qui vit au-delà de la forêt de Baraï. Un Fael, Chiamvit, se joignit à eux. À Al-Jait, ils rencontrèrent Silafian, empereur de Gwendalavir, avant de repartir en direction d'Alpol, la cité où les sentinelles étaient retenues prisonnières. Ils remontèrent le Polymage en bateau jusqu'au lac Shen. Là, Ewilan croisa la dame, un cétacé géant au pouvoir extraordinaire, qui lui révéla qu'elle avait besoin d'elle, sans s'expliquer davantage. Plus tard, lorsqu'Ewilan fut attaquée par Ingul, elle dut la vie sauve à une intervention de la dame. Le chroniqueur se pencha vers son public, et sa voix bascula dans les basses, registre qu'il savait convenir aux confidences. En marge de cette mission, dans les marches du Nord, Ewilan avait peu à peu acquis la certitude que ses parents étaient vivants, et elle s'était jurée de partir dès que possible à leur recherche. Il lui fallait pour cela soutirer à Elearil Morianval, quand elle la rencontrerait, un renseignement indispensable, l'endroit où ils étaient retenus prisonniers. Des mains se levèrent pour solliciter des précisions, que Doom Filbati ne daigna pas fournir. Il reprit avec un ton de voix habituel. Les compagnons atteignirent finalement Alpol. Le gardien des sentinelles était un dragon, retenu captif par un des Saint-Telish. Et Ewilan comprit qu'il était le héros de la dame, et que celle-ci attendait qu'elle le libère. Elle réussit cet exploit, et put ensuite délivrer les sentinelles. Le dragon la remercia en secourant Bjorn, Maniel et Chiamvit, assaillis par une horde de rails, alors qu'ils défendaient les arrières de la compagnie. Libres, les sentinelles gagnèrent la citadelle des frontaliers, pour prêter main forte aux armées impériales. Ewilan n'avait pas eu le temps d'interroger Elearil Morianval sur le sort de ses parents, mais savait qu'elle la retrouverait dans la citadelle, à quelques jours de marche de là. Les sentinelles étaient libres, l'imagination de nouveau accessible, les humains en passe de gagner la guerre. Ewilan avait sauvé Gwendalavir. La jeune étudiante rousse se leva. La quête d'Ewilan ne s'achève pas ainsi. Le chroniqueur la fit taire d'un geste apaisant. Du calme, jeune fille. Ewilan avait rempli sa mission, mais sa quête ne faisait en effet que débuter. Il lui fallait retrouver Elearil Morianval, et certainement l'affronter. Elle avait confiance en l'issue de cette confrontation. Toutefois, une décision d'Eyana assombrit sa joie. La marchombre avait décidé de quitter le groupe. Elle partait vers le sud et Salim, qui s'était engagé par serment à la suivre, partait avec elle. Rien ne put la faire changer d'avis, et Ewilan, le cœur lourd, se mit en route vers la citadelle, sans son ami. Partie 1. La citadelle. Chapitre 1. Bjorn, est-ce normal qu'il neige en été? Le chevalier gratta sur son menton les quelques poils qu'il essayait de transformer en barbe. Je n'en sais rien, Ewilan, je n'en sais fichtre rien, déclara-t-il finalement. Nous arrivons dans les marches du Nord, le pays des frontaliers. De nombreuses légendes courent au sujet de cette contrée, mais une chose est sûre, rien n'y est comme ailleurs. Camille soupira et un nuage de vapeur se forma devant son visage, avant d'être balayé par la bise, qui soufflait des montagnes. Elle avait beau être emmitouflée dans une épaisse cape de laine, la tête couverte d'une capuche fourrée, le froid la transperçait, et elle était certaine qu'au moindre choc, ses doigts allaient se briser en 1000 morceaux. Devant elle, la couleur de l'herbe et des arbres s'estompait sous une fine couche de neige, encore diaphane. Le ciel était sombre et le soleil totalement voilé. Les premiers flocons s'étaient mis à tomber en début d'après-midi, achevant d'accorder le paysage à son humeur. Pour la énième fois de la journée, elle se remémora le départ de Salim, et pour la énième fois, elle serra les mâchoires pour ne pas crier. Ils étaient partis tôt, après des adieux qu'Eyana avait voulu brefs, afin qu'ils soient moins douloureux. Cela n'avait pas empêché Bjorn de pleurer, ni les larmes de briller dans bien des regards. Salim, contrairement à son habitude, n'avait rien dit ou presque.
les yeux dans le vague comme s'il fuyait volontairement une réalité impossible à supporter. Il évitait soigneusement de s'approcher de Camille. Il avait jeté son sac sur ses épaules sans paraître éprouver d'émotion particulière. Et ce n'est qu'après avoir fait quelques pas qu'il avait éclaté. 3 ans, pas un jour de plus, je te le jure, Camille. Puis il s'était tourné vers Ayana. Alors, qu'est-ce que tu attends? Il faut partir, c'est l'heure. La jeune marchande avait inspiré longuement. Son attitude témoignait de son déchirement. Ses yeux allaient et venaient de Salim à Camille, de Camille à Salim, s'arrêtant parfois sur Edwin, qui la regardait fixement. Elle avait ouvert la bouche comme pour parler, puis s'était ravisée et avait saisi les rênes de son cheval. « Allons-y », avait-elle lancé d'une voix hésitante. Murmure marchant derrière eux, ils s'étaient éloignés vers le sud sans se retourner, et Camille avait senti son cœur se froisser comme un vulgaire bout de papier. Björn et Maniel avaient décidé de gagner la citadelle pour rejoindre les armées impériales. Mais Artis, Valpierre et Chiamvit n'avaient pas tardé à faire leurs adieux. « Nous devoir retraverser les plateaux d'Astarioul », avait expliqué le Faël. « Vous ne pas être étonnés que nous vouloir avancer vite et profiter de toutes les heures de la journée. »« Ce serait plus sage, en effet. » avait confirmé Edwin. « Soyez prudents. Les ghouls, même si elles s'avèrent les plus dangereuses, ne sont pas les seules créatures à hanter Astarioul. » Chiam avait haussé les épaules d'un air désinvolte, tandis que le rêveur s'approchait de Camille. « Au revoir, demoiselle. Mes pensées t'accompagnent. Je suis certain que tu retrouveras tes parents. » Elle l'avait embrassé sur les 2 joues, ce qu'il avait fait sans pourpré et ils s'étaient séparés. 3 jours s'étaient écoulés, mais le groupe avait des difficultés à retrouver son équilibre. L'éveil des figés et l'espoir qu'il apportait ne gommaient pas la détresse de Camille, et l'étrange morosité d'Edwin. Maître Diom, qui menait l'attelage, avait perdu l'envie de discuter, et les pauvres tentatives de plaisanterie de Björn et Maniel tombaient le plus souvent à plat. Camille oubliait sa quête. Malgré son désir de retrouver ses parents, l'image de Salim la hantait. Ils avaient partagé tant de choses que, sans lui, elle se trouvait comme amputée d'une part de son être. Elle souffrait de son absence, et se reprochait sans cesse de n'avoir pas su le retenir. Son exubérance lui manquait, ses mots, sa constante bonne humeur. Un écart de sa monture l'attira de ses sombres réflexions. La jument pommelée était nerveuse, et elle essaya de la calmer. « Tout doux, Aquarelle » chantonna-t-elle. « Tout doux ». À leur tour, les étalons de Björn et Maniel piaffèrent, tandis que Cocotte et Bourrichon, les chevaux de l'attelage, secouaient leur harnais. Horty, qui suivait attaché au chariot, poussa un long hennissement. Après une courte discussion, il avait été décidé que la jument surnuméraire qui les accompagnait depuis Algeit resterait avec le gros de la troupe. Salim ne savait pas monter, et Maniel ou Björn risquaient fort d'avoir besoin d'un cheval de rechange. Et Yana avait tranché en disant qu'elle trouverait une monture pour Salim lorsqu'il serait prêt. Edwin n'avait pas insisté, car Horty était une jument rétive, prompte à s'affoler. Elle était d'ailleurs en train d'en faire la démonstration, amplifiant le trouble des autres animaux. Camille se tourna vers ses amis. « Pourquoi s'agit-il » Ils sentent quelque chose qui nous échappe et qui les effraie. Expliqua Maniel. Difficile de deviner quoi. Björn tendait le bras vers une butte couverte d'une épaisse végétation. Regardez, lança-t-il. Edwin revient. Il en saura peut-être davantage. Les chevaux des soldats, habitués à obéir, s'étaient calmés, mais Horty se cambra soudain. La longe qui la tenait attachée se rompit, et elle fila à toute allure vers le sud. Maniel voulut partir à sa poursuite. Un appel d'Edwin qui arrivait au galop le retint. Non. Il pila près du chariot. Il paraissait soucieux et ne prit pas la peine de reprendre son souffle. Des loups, annonça-t-il. Une meute du nord. D'après leurs hurlements, ils sont affamés et n'hésiteront pas à s'attaquer à des hommes. Nous sommes en danger. Il scruta les alentours et désigna la lisière d'un bois de sapin à quelques centaines de mètres. Nous allons nous réfugier là-bas. Fonçons. Camille se retourna fréquemment pendant sa course, mais la neige, qui tombait plus drue, masquait la vue. Quand ils atteignirent les arbres, Edwin bondit au sol. Monte, ordonna-t-il à Camille en désignant un conifère. Mais... Ne discute pas, les loups du Nord sont aussi redoutables que les ogres. Il faut nous mettre en sécurité. Camille se tut et attrapa la première branche. Elle se hissa sans encombre jusqu'à une hauteur qu'elle jugea suffisante, et se cala sur une fourche. Edwin lui lança 3 sacs qu'elle poinça tant bien que mal près d'elle, tandis que Maître Diom escaladait péniblement un autre tronc aux branches basses. Björn et Maniel, suivant les ordres d'Edwin, avaient libéré Cocotte et Bourrichon. Laissons partir les chevaux, commanda Edwin d'un ton pressant. Nous attendrons les loups ici, pour les inciter à nous attaquer et donner aux montures le temps de s'échapper. Quand je vous le dirai, il faudra monter dans les arbres. Nous n'avons aucune chance en les affrontant directement. Il ne s'agit que de les retarder, compris ? Joignant le geste à la parole, il donna une tape à son cheval. L'animal qui piaffait de plus en plus nerveux partit au galop, suivi des 2 bêtes de trait et des étalons des soldats. Aquarelle leva la tête vers sa maîtresse comme pour la supplier de s'enfuir avec elle. « Galope, Aquarelle, galope !» cria Camille. « Les loups arrivent !» L'ordre, ajouté au coup qu'Edwin lui porta sur la croupe, fit bondir la jument.
Sans plus hésiter, elle s'élança à la suite des autres. Il était temps. Les premiers hurlements s'élevèrent et Camille sentit son cœur se serrer. Le cri des bêtes sauvages réveillait en elle une peur ancestrale qui lui donnait envie de se terrer. La plainte monta, lancinante jusqu'à occuper tout l'espace sonore. Puis décrut et s'éteignit. Debout au pied des arbres, Björn et Maniel étreignirent anxieusement leurs armes, tandis qu'Edwin tentait de percer du regard l'air que la neige opacifiait. Soudain, le galop d'un cheval se dirigeant vers eux retentit, en contrepoint de la clameur des loups. Le champ de vision de Camille perché sur son arme ne dépassait pas 300 mètres. Ce fut pourtant elle qui, la première, discerna 2 cavaliers qui fonçaient dans leur direction, sur la même monture. Ils étaient talonnés par une meute de formes sombres et bondissantes qu'elle n'identifia pas immédiatement, tant elles étaient massives et rapides. Des loups! Ils n'avaient qu'un lointain rapport avec les bêtes captives rencontrées dans les eaux de son enfance, et qu'elle avait toujours comparées à des chiens faméliques à moitié endormis. Le meneur, un animal de plus d'1 mètre au garrot, le poil noir comme la nuit, était tout proche des fugitifs. Encore quelques secondes et ses crocs se refermeraient sur les jarrets du cheval. Camille plissa les yeux, essayant de percer l'identité des cavaliers. Lorsqu'elle y parvint, elle faillit tomber de surprise. Elle se retint de justesse et s'écria « C'est Salim! C'est Salim et Yana !» Chapitre 2. Edwin avait planté son sabre devant lui, dans le sol, et tenait à la main son arc de guerre. Il le banda, amenant l'empannage de sa flèche jusqu'à sa joue, et attendit. Et Yana et Salim avaient perçu le cri de Camille, et bifurqué dans la direction du groupe. Le cheval d'Eyana, alourdi par sa double charge, ne distançait plus que d'1 mètre le loup de tête. La bête sauvage bondit soudain en avant. Edwin ouvrit les doigts. C'était un tireur exceptionnel, et son arc une arme redoutable. Le trait mortel fila presque invisible. Pourtant, comme averti par un sens inconnu, le loup lévita d'une ahurissante pirouette. La flèche se perdit dans les buissons. L'action avait toutefois offert aux 2 fuyards les quelques secondes qui leur manquaient. Ils atteignirent le chariot et sautèrent au sol. « Attachez votre cheval !» ordonna Edwin. « S'il s'échappe, il est mort !» Et Yana et Salim s'exécutèrent comme s'ils n'avaient jamais quitté le groupe. Puis la marchande se tourna vers Salim. « Grimpe !» Salim n'hésita qu'un instant et se hissa dans un arbre proche de celui de Camille. Les loups s'étaient arrêtés et semblaient tout à coup se désintéresser de leur proie. Il n'en était évidemment rien. Comme s'ils mettaient en place un stratagème soigneusement rodé, ils se dispersèrent et très vite, le groupe des compagnons fut encerclé. Le mâle qui menait la meute leur faisait face, ses yeux brillants d'intelligence fixés sur eux. À nouveau, Edwin banda son arc et décocha une flèche. Le loup l'évita sans plus de difficulté que la première. Et Edwin grimaça. « Nous sommes dans de sales draps, il va falloir nous réfugier dans les arbres. »« Je n'abandonnerai pas Murmure à ces animaux, » s'exclama Yana. « Ce ne sont que de gros chiens sauvages. »« Détrompe-toi, » grogna Edwin. « Il s'agit de loups du Nord, je les connais bien. Nous n'avons aucune chance. » Perchée dans son sapin, Camille s'apprêtait à interpeller Salim lorsqu'elle sentit Maître Diom esquisser un dessin. Aussitôt elle maudit son manque d'à-propos et plongea à sa suite dans l'imagination. Elle en émergea en moins d'1 seconde. La sensation était incroyable. Elle ne trouvait qu'une manière d'expliquer ce qu'elle ressentait. Ça glissait. Elle renouvela sa tentative, et une nouvelle fois, fut expulsée de l'imagination comme si elle s'était avancée sur une surface givrée. Maître Diom trépigna sur sa branche. « Aïe, y-a-tu ? Il ne manquait plus que ça !»« Que se passe-t-il » s'inquiéta Camille. « Je n'arrive plus à dessiner !»« Les marches du Nord sont un pays de fous !» s'emporta le vieil analyste. « Il n'y a qu'ici que se forment des hiatus. Ces endroits n'obéissent pas aux lois classiques du dessin. Le pouvoir y fluctue, parfois intense, parfois totalement absent, comme en ce moment. »« Mais pourquoi ?» ?»« On explique souvent ce phénomène par les origines frontalières de Merwin. C'est une analyse simpliste qui ne me satisfait pas, mais que je sois figé s'il en existe une autre. » À leurs pieds, Björn lança un avertissement. Un loup au pelage brun fonçait droit sur lui. Au dernier moment, il esquiva et battit en retraite, laissant la place à un autre animal qui bondit sur le côté. Björn évita ses crocs que de justesse, et le coup de hache qu'il voulut lui asséner ne l'effleura même pas. À nouveau, les bêtes sauvages s'éloignèrent de leur démarche souple, hors de portée des hommes. Camille tenta une fois encore de se glisser dans les spires. Elle n'y parvint pas, mais commença à ressentir le pouvoir qu'irradiait le bois où il s'était réfugié. Un battement sourd qui pulsait de plus en plus fort, faisant résonner le creux de son ventre. Salim s'agita. « Camille !» Il se tut. Il frissonna et un de ses pieds ripa sur la branche qui le soutenait. De grosses gouttes de transpiration apparurent sur son front. Camille poussa un cri d'alarme qui passa inaperçu. Déjà les loups attaquaient. Au sol, les 4 compagnons s'étaient placés dos à dos, près de Murmure terrorisé.
Mais l'assaut n'était qu'une feinte. Les crocs brillèrent, les mâchoires claquèrent sans que le sang coule. Les lames sifflèrent en vain, les loups se retirèrent indemnes. Il nous faut nous mettre à l'abri dans les arbres. Décida Edwin. Ou à la prochaine attaque, un de nous mourra. Le cheval est perdu, nous ne pouvons rien pour lui. Sans attendre de réponse, il tendit la main vers la longe qui retenait l'animal. Et Yana déchirait le regard d'affaire en silence. À cet instant, Salim émit un hurlement et jaillit de là où il s'était abrité. Il atterrit souplement, fit un roulé-boulé et se retrouva accroupi à moins d'un pas du mâle noir. Le loup retroussa les babines, laissant apparaître des crocs redoutables, et ses oreilles se dressèrent. Il était sur le point d'attaquer lorsque Salim se mit à grogner. Edwin, qui avait bandé son arc, se figea. La meute, ignorant complètement ses proies, s'approcha pour former autour des deux adversaires un cercle de regards attentifs. L'attitude du mâle noir devint plus agressive encore, et les poils de son dos se hérissèrent. En réponse, le grognement de Salim s'amplifia, et il commença à se déplacer lentement sur le côté. Le loup suivit son mouvement. Bientôt Salim fit face à ses compagnons. Camille réprima un cri. Les yeux de son ami brillaient d'une lueur farouche, visible à des mètres de distance. Ils étaient jeunes. Salim parut soudain gagner en puissance et avança droit vers son adversaire. Le loup ne grondait plus. Ses oreilles s'aplatirent sur son crâne et tout à coup, il se plaqua au sol. Il y eut comme un flottement dans la meute, et quelques bêtes s'agitèrent en montrant les dents. Quand Salim grogna, elles se calmèrent instantanément. Il posa la main sur la tête du mâle toujours prostré et approcha son visage. Camille avait cessé de respirer. Lorsque son ami mordit sauvagement l'oreille du loup noir, elle ne put retenir une exclamation. Ce fut le seul bruit. Comme si la morsure avait entériné sa défaite, le grand mâle se leva et s'ébroua. Un des loups fit alors mine de lui bondir sur l'échine. L'ancien chef de meute le culbuta sans difficulté et le saisit à la gorge. Il le tint un instant à sa merci, puis lorsqu'il fut sûr que l'autre renonçait, il desserra l'étau de ses crocs. Ayant ainsi restauré sa suprématie sur ses compagnons, il se détourna et s'éloigna à petite foulée. Les autres le suivirent sans accorder un regard aux humains. Salim s'écroula à terre et il ne bougea plus. Edwin et Yana s'élancèrent vers lui pendant que Camille dégringolait de son arbre. Elle rejoignit son ami en courant. « Qu'est-ce » commença-t-elle. Puis elle comprit et ses yeux s'agrandirent de stupéfaction. Salim dormait à point fermé. Chapitre 3. La nuit était tombée. Un feu brûlait dans une clairière proche de la lisière du bois. Les compagnons, rassemblés autour des flammes, essayaient avec difficulté de se réchauffer. La neige avait cessé, mais le froid était toujours vif et un vent sec transperçait leurs vêtements. Bjorn et Maniel avaient démonté les ridelles puis le banc du chariot et les avaient utilisés pour construire des plateformes rudimentaires sur les fourches des arbres. « Je ne pense pas qu'ils reviendront, » avait exposé Edwin. « Mais nous ne prendrons pas de risques. Ce soir, nous coucherons en hauteur. » Salim dormait toujours, profondément. Impossible à réveiller. Ses amis l'avaient enveloppé de 2 couvertures, puis rapproché du feu. « Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui est arrivé à ce garçon ?» demanda Bjorn. « L'effet Merwin », répondit laconique maître du homme. « Mais encore ?» Les marches du Nord sont parfois agitées par d'étranges phénomènes liés à l'art du dessin que les analystes essaient en vain d'élucider depuis des générations. Toutes les études que nous avons menées débouchent sur une impasse. Et au fond de cette impasse, il y a Merwin. Je ne vois pas le rapport avec Salim, insista Bjorn. J'y arrive. Certains lieux sont littéralement imprégnés de la puissance de Merwin. Que ce soit parce qu'il y a exercé son art, ou parce qu'ils ont revêtu pour lui une importance particulière. Nous les appelons les hiatus. Tous ne sont pas connus, loin de là. Et si certains sont très étendus, d'autres peuvent être franchis d'une seule enjambée. Dessiner dans un hiatus se révèle souvent impossible, et toujours aléatoire. De drôles de choses y surviennent, et habituellement, les Alaviriens évitent de s'y aventurer. Dans la forteresse, en revanche, aucun événement bizarre n'a jamais été remarqué, bien que l'aura de Merwin y soit plus forte qu'ailleurs. Elle baigne littéralement les murailles, les salles. De mémoire d'analyste, personne n'y a jamais dessiné. Sauf dans la vigie, précisa Edwin. Oui, exact, acquiesça maître du homme. La vigie est une exception dans l'exception. Bjorn se gratta le menton. Je suis un pauvre chevalier qui a certainement reçu trop de coups sur la tête, mais je continue à ne rien comprendre. Pourquoi Salim s'est-il retrouvé avec des yeux jaunes en train de jouer au loup? Nous sommes dans un hiatus, Bjorn, s'exclama le vieil analyste. Quelque chose devait être enfoui tout au fond du garçon.
Le pouvoir de Merwin l'a fait remonter à la surface et a suscité la transformation. Salim va devenir un loup? Maître Diom leva les yeux au ciel. Il y a plus de chances pour que tu te métamorphoses toi en crapaud. Salim n'est pas réellement devenu un loup, et sa transformation n'est que temporaire. Il est d'ailleurs probable qu'en se réveillant, il n'ait aucun souvenir de ce qui s'est passé. Les hiatus, ils provoquent parfois d'étranges choses, n'ont jamais d'effet néfaste. Je ne serais pas loin de penser qu'au travers des siècles, par-delà la mort, Merwin a trouvé ce moyen pour nous venir en aide. Je te rappelle que l'intervention inespérée, et sans doute involontaire, de Salim nous a sortis d'une situation très délicate. Björn prit un air dubitatif, mais n'ajouta rien. Pendant quelques minutes, le silence ne fut rompu que par le craquement des branches dans les flammes. Puis Edwin croisa les mains derrière sa nuque et s'étira. « Alors » demanda-t-il simplement. Il ne s'adressait à personne en particulier, mais tous les regards se tournèrent vers Yana. La jeune femme sourit. « Alors vous nous manquiez. Je ne suis pas du genre à étaler mes sentiments en public, et je ne vous en dirai pas plus. Désolé. » Björn caressa sa barbe naissante et ouvrit la bouche, ses yeux riant par avance de la boutade qu'il s'apprêtait à lancer. Et Yana lui coupa son effet. « Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler, » lui conseilla-t-elle avec un sourire carnassier. « Je vois que tu as besoin d'un coup de rasoir. Ne me provoque pas. » Björn fit signe qu'il renonçait, et Magne lui asséna une bourrade amicale. Edwin dévisageait la jeune femme, et lorsqu'elle s'en aperçut, ses joues s'empourprèrent. « Je suis heureux de vous retrouver. » déclara-t-il, et Yana se leva pour dissimuler son trouble. Elle s'approcha de Salim, roulée en boule dans ses couvertures, et Camille la suivit. Le garçon ronflait légèrement, sa respiration était profonde et régulière. Camille attrapa la main de Yana. « Merci » lui souffla-t-elle. « Ne me remercie pas » répondit la jeune femme. « Je n'ai pas fait ça uniquement pour toi. »« Je crois que nous en avons tous conscience. » Les deux amis se regardèrent et éclatèrent de rire. Puis Camille redevint sérieuse. « Tu ne risques pas d'avoir des ennuis avec les marchands ?» Et Yana haussa les épaules. En intégrant la guilde, un marchand accepte un certain nombre de principes auxquels il ne dérogera jamais. Toutefois, sa liberté reste totale. Salim sera initié. Il m'appartient de juger du moment opportun. D'ici là, je continuerai à le former. « Pourquoi alors être parti ?» s'étonna Camille. Peut-être par peur des sentiments que je découvrais et que je n'étais pas prête à admettre. « Edwin ?» Oui, et toi, et Björn, et même Maniel et Maître Diom. Mais vous quitter m'a fait comprendre combien je tenais à vous. Camille se pencha et déposa un baiser sur sa joue. Et j'aurais été vraiment bête de ne pas revenir, acheva Yana. La nuit ne fut pas reposante. Le froid était intense et dormir sur une planche fixée dans un arbre, loin d'être confortable. Lorsque le jour pointa, Camille était moulue. Elle s'étira longuement. Au travers des branches, elle voyait le ciel se teinter d'un bleu parfait. Il n'y avait plus le moindre nuage. Elle détacha le lien qu'il avait assuré pendant son sommeil et glissa au sol. Maniel, qui avait pris le dernier tour de garde, lui fit les gros yeux, mais elle le rassura en lui indiquant les buissons proches. Le soldat comprit et, en souriant, détourna le regard. Le givre craquait sous ses pas, et Camille s'émerveilla devant la multitude d'empreintes laissées par les animaux nocturnes. Elle s'éloigna et fronça soudain les sourcils. La pulsation qu'elle avait perçue la veille reprenait, plus intense, plus précise. Elle avait conscience qu'il ne s'agissait pas d'un véritable son, et qu'elle était peut-être la seule à l'apercevoir. Elle en localisait à peu près l'origine et, presque malgré elle, écarta une branche basse. Elle s'aventura au cœur du bosquet. Les conifères au feuillage bleuté y étaient plus hauts, plus droits. Des buissons de genévrier ponctuaient le vert environnant de l'éclat de leurs baies rouges vifs. Les troncs s'espacèrent et une clairière parfumée de résine, respirant le calme et la sérénité, s'ouvrit devant Camille. Elle la crut d'abord déserte, puis se rendit compte que le battement qui l'avait attirée provenait de son centre. Une fine couche de neige s'était déposée sur un sol en pente douce, traversée çà et là par des touffes d'herbe qui refusaient le froid. Camille se sentait bien. L'étrange pulsation s'était calquée sur le rythme de son cœur. Elle baignait dans une harmonie bienfaisante. Peu à peu, une forme s'esquissa dans la clairière. D'abord translucide, presque illusoire. Elle gagna en opacité jusqu'à caresser la réalité. Un dessin! Un dessin naissait sous ses yeux et Camille n'en percevait ni l'origine ni la raison. Un bloc iridescent aux angles arrondis, haut de près d'1 mètre et long de 2, reposait sur un socle de marbre rose veiné de blanc, rayonnant de puissance. Camille comprit que l'objet était si parfait qu'il pouvait être éternel sans être vraiment là.
apparaître et disparaître au gré d'un pouvoir qui dépassait son entendement. Il s'enfonçait si loin dans la réalité que la clairière s'organisait autour de lui, comme une huître autour d'une perle. Elle s'avança sans crainte. Elle savait qu'elle était la bienvenue, que si elle avait été indésirable, l'objet se serait dérobé à ses sens. C'était un tombeau, un hommage infini à la femme qui y reposait, coupée du monde par un couvercle de cristal, prodigieusement belle. La mort n'avait su gommer la douceur et la noblesse de ses traits, ni ternir l'éclat de sa peau. Une masse de cheveux dorés cascadait autour d'un visage au contour parfait et accompagnait les courbes d'un corps merveilleux. Il n'y avait aucune inscription sur le tombeau, comme si la beauté de la gisante rendait inutile toute explication. Camille était bouleversée. Une perle salée naquit au coin de son œil et glissa sur sa joue. Elle se détacha et vint se briser sur le couvercle de cristal, en libérant une note pure et haute qui se transforma en un appel déchirant. « Viviane !» Longtemps le prénom résonna dans le cœur de Camille. Quand Edwin la retrouva agenouillée au centre de la clairière déserte, elle pleurait, et chacune de ses larmes était un poème offert à l'amour perdu de Merwin. Chapitre 4. Les plateformes avaient été démontées, le chariot chargé. Salim dormait toujours. Il n'avait pas bougé de la nuit, et n'avait pas bronché lorsque Maniel avait descendu de l'arbre. Maître Diom était serein, ce qui rassura Camille. Encore bouleversée par sa découverte, elle ne trouvait pas les mots pour en parler à ses compagnons. Une question revenait sans cesse à son esprit. Était-il possible que Merwin ait été le Merlin des légendes de l'autre monde ? Pendant de longues soirées solitaires dans la bibliothèque des du ciel, elle s'était passionnée pour les aventures des chevaliers de la table ronde et de Merlin l'enchanteur. Elle connaissait parfaitement l'amour éperdu qui liait ce dernier à la fée Viviane. De telles correspondances entre les noms pouvaient-elles être de simples coïncidences ? Elle décida de questionner discrètement Maître Diom, mais il était en grande conversation avec Edwin et Iana. « Impossible de gagner la citadelle à pied !» affirmait le vieil analyste. « C'est pourtant ce que nous allons faire. » rétorqua Edwin. Partir à la recherche des chevaux serait une erreur. Cela nous obligerait à diviser nos forces et à prendre des risques inconsidérés. Mais Salim dort toujours, insista Maître Diom. Comment allons-nous le transporter? Il nous reste Murmure, intervint Iana. Il ne sera pas ravi de tirer le chariot, mais il le fera. Nous y placerons Salim. Edwin, la citadelle est-elle encore loin? Au moins 3 jours à pied, plus si le temps se gâte. Camille les interrompit. Vous croyez qu'ils s'en sont sortis? Je parle d'Aquarelle et des autres chevaux. Edwin écarta les bras en signe d'ignorance. Impossible à dire. Ils avaient une bonne avance sur les loups, et rien ne permet de penser que ceux-ci aient repris la traque. Mais les marches du nord sont un territoire sauvage où les dangers abondent. Camille sentit une pointe d'inquiétude s'infiltrer dans son ventre. Imaginer Aquarelle aux prises avec de féroces carnassiers la fit frissonner. Iana perçut son trouble et la réconforta. « Ne t'inquiète pas, ta jument est sacrément maligne, je suis certaine qu'elle s'en sortira. » Maniel allongea Salim dans le chariot, et Maître Diom prit les rênes. La troupe, de nouveau au complet, se mit en marche. Le paysage était magnifique, le ciel d'un bleu presque marine. Un soleil éclatant se réverbérait sur la neige qui déjà commençait à fondre. Les bois ressortaient en taches d'un vert profond et à quelques kilomètres au nord, la chaîne du pôle dressait ses pics orgueilleux au col inaccessible. Murmure tirait vaillamment le chariot. La terre détrempée lui imposait une allure modérée, qui permettait aux marcheurs de le suivre sans difficulté. De temps en temps, Camille se penchait par-dessus les ridelles pour observer Salim. Il n'avait pas remué depuis que Maniel avait déposé là. Sa respiration était toujours régulière, et le ronflement plus marqué qui s'échappait de ses lèvres lui tira un sourire. Elle interrogea Maître Diom. « Croyez-vous qu'il se réveillera bientôt ?» Honnêtement, Ewilan, je l'ignore. J'ai entendu parler de cas identiques à celui-ci, mais je n'en avais encore jamais rencontré. Je suis convaincu qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais Erwin Rilavalon a sauvé les humains quand ils étaient opprimés par les Tlish. Il a passé toute son existence à œuvrer pour le bien. Je refuse de croire que son héritage ait un effet néfaste. « Qui était Viviane ?» demanda brusquement Camille. Maître Diom lui jeta un regard étonné. « Qui t'a parlé d'elle ?» Elle hésita une seconde, puis se jeta à l'eau. « Ce matin, dans le bois, un destin a basculé dans la réalité. Enfin, pas vraiment. Personne n'était là pour le créer. Il avait déjà sa propre existence. Je dirais plutôt qu'il est apparu, tout simplement. C'était un tombeau. Une femme très belle y reposait. J'ai senti le pouvoir qui se manifestait, un pouvoir énorme, supérieur à celui de tous les Tlish réunis, je crois. Presque aussi prodigieux que celui de la dame et du dragon. J'ai alors entendu un appel, une plainte, un nom. Viviane. Il y avait tellement de force dans ce cri, tellement de désespoir.
Maître Duhomme, plongé dans ses pensées, ne répondit pas tout de suite. Quand il prit finalement la parole, ce fut sur un ton mesuré. Tu as eu beaucoup de chance. Personne ne connaît avec exactitude les origines de Merwin, ou du moins ne se les rappelle. Il est arrivé au moment où l'humanité vivait une de ses périodes les plus noires, et il a porté l'espoir puis la victoire. Rares sont les légendes qui ne l'évoquent pas, et si bien des empereurs sont aujourd'hui oubliés, le souvenir de Merwin perdure alors qu'il est mort il y a 1500 ans. Tu sais comment il a brisé le verrou de Lich, mais tu ignores que peu après avoir été chassé des spires, les guerriers lézards qui se savaient incapables de vaincre Merwin dans un affrontement direct, ont décidé de se débarrasser de lui par la ruse. Ils ont donc uni leurs pouvoirs afin de dessiner un être vivant. C'est possible? Ça ne devrait pas l'être, mais ils l'ont fait. Ils ont créé l'entité qui causerait la perte de Merwin. Un monstre? Non, une femme, Viviane. Mais c'est insensé! S'insurgea Camille. Je l'ai vue, elle est si belle, si douce! Là résidait justement le piège. La création des Lich devait être parfaite pour que Merwin succombe à son charme. Le piège a fonctionné? Oui, personne ne pouvait voir Viviane sans devenir son esclave. Mais elle n'était pas humaine! Qu'importe, elle semblait plus qu'humaine, la perfection faite femme. Camille était pendue aux lèvres de Maître Duhomme, vibrant aux accents d'une histoire survenue 15 siècles plus tôt. Les Lich avaient compté sans la puissance de Merwin. Poursuivit l'analyste. Dès qu'il aperçut Viviane, il comprit qui elle était, qui la manipulait. Pourtant, le piège se referma sur lui. Elle ravit son âme et son cœur aussi facilement qu'une araignée attrape une mouche. Mais il était Merwin Rilavalon. Il arracha leur création aux guerriers lézards. Il rompit les liens grâce auxquels il manipulait Viviane. Il la libéra et lui offrit son amour. C'est merveilleux! S'exclama Camille. Oui, Merwin et Viviane vécurent 10 ans d'un bonheur si total qu'aujourd'hui encore on le célèbre comme un modèle d'absolu. Puis la malédiction Lich les rattrapa. Que s'est-il passé? Viviane n'était pas un véritable être humain. Elle avait été créée, même si Merwin lui avait offert la liberté. Ils savaient l'un et l'autre que son existence n'avait pas vraiment de réalité, qu'elle était vouée à disparaître, comme tous les dessins. On peut imaginer des choses éternelles! Se révolta Camille. Vous me l'avez enseigné! Les tours d'Algeit, l'arche, la porte de saphir! Des objets, Willan, pas des êtres vivants. Dessiner un être humain est quasiment impossible. Vouloir le maintenir réel plus de quelques jours est chimérique. Mais vous avez déclaré qu'ils avaient vécu 10 années de bonheur! Oui, le pouvoir de Merwin et la force de l'amour ont permis ce miracle. Puis un jour, Viviane a cessé d'être, tout simplement. Camille sentit une boule se nouer dans son estomac. Elle avait beau se répéter que cette histoire s'était déroulée 15 siècles plus tôt, la tristesse la submergeait. Et Merwin? Demanda-t-elle. Qu'est-il devenu? Il a disparu. D'aucuns soutiennent qu'il est devenu fou de chagrin, que ses larmes ont créé le lac Chêne, que sa colère a fait jaillir la chaîne du pôle. Ce ne sont que des légendes. La seule certitude, c'est qu'il ne s'est plus jamais manifesté. Camille ferma les yeux. Elle ne voulait pas que l'analyste la trouve ridicule en découvrant les larmes qu'elle sentait poindre. « C'est injuste !» proféra-t-elle en s'écartant. Maître Duhomme ne répondit pas. Il fallut plus d'1 heure à Camille pour retrouver sa sérénité. Elle ne regrettait pas d'avoir passé sous silence la légende de Merlin et Viviane. La réalité à la vie réelle était tellement plus belle. Chapitre 5. Se déplacer à pied contrariait Björn et Maniel. Les deux colosses, gênés par leur poids et celui de leurs armes, soufflaient beaucoup et avaient perdu le sens de l'humour. Ils considéraient avec envie le chariot et le banc sur lequel était assis Maître Duhomme, en maudissant leur monture absente. Peu après la pause de midi, Camille se rapprocha d'Edwin. « Alors, Ewillan, tu aiguises tes armes avant ton arrivée à la citadelle et ta rencontre avec Elearil Morianval ?» S'enquit-il. « Inutile, je me sens capable de renverser des montagnes pour retrouver mes parents. Au risque de paraître prétentieuse, ce n'est pas une sentinelle aussi puissante soit-elle qui m'effraie. » Je n'en doute pas une seconde. Je crois qu'Eléa sait également à quoi s'en tenir. Il te faudra toutefois rester sur tes gardes. Elle haussa les épaules pour montrer le peu de cas qu'elle faisait de la menace, mais prit la précaution de se renseigner. A-t-elle rejoint la citadelle? Un pas sur le côté. Il y a au sommet de la forteresse une salle particulière, appelée la Vigie, d'où l'on surveille les frontières de glace. Elle est suffisamment connue des sentinelles pour qu'elle puisse s'y transporter. Mais pourquoi la citadelle et pas ailleurs? Duhomme ne t'a rien expliqué?
Je n'étais guère réceptive ces derniers jours. S'excusa Camille. Je comprends. Avec l'ouverture des spires, l'armée a retrouvé le système de communication pour lequel œuvre Duom. Chacun a reçu ses consignes, notamment les sentinelles, qui ne sont pas stupides, au point de désobéir une deuxième fois. Elles ont gagné la citadelle pour participer à la bataille finale contre les Raïs. À cette heure, la victoire de l'Empire étant acquise, elles doivent avoir rejoint leur poste habituel, un peu partout en Gwendalavir. Aux dernières nouvelles, il ne reste que les 2 sentinelles de la citadelle, dont Eléa. Camille repoussa sa capuche. Le soleil brillait clair et l'effort de la marche lui procurait une agréable sensation de chaleur. Une chose m'intrigue. Qu'entends-tu par système de communication? Ma foi, la poste. Tu te... Commença Camille. Elle perçut le rire qui dansait dans les yeux du maître d'armes. Comme tous les érudits de Gwendalavir, il possédait une solide connaissance de l'autre monde qu'il était en train d'utiliser pour se moquer d'elle. Très malin. Railla-t-elle. Mais je suis sérieuse, j'ai peut-être une idée. D'accord, Ewilan. L'apaisa Edwin. Ne te fâche pas, ce sont des dessinateurs qui acheminent les dépêches. Comment font-ils? Le moyen le plus classique consiste à leur faire dessiner le message. Pourtant, ils ne savent pas où le destinataire se trouve. Non, bien sûr. Les messages arrivent dans des endroits définis à l'avance et sont ensuite transmis de manière classique. Les dessinateurs n'ont qu'à connaître la localisation exacte des bureaux de distribution. Je vois. Et l'autre moyen? Il est moins utilisé, car le dessinateur doit monter plus haut dans les spires, à un niveau tel que peu d'entre eux savent le faire. Et ceux qui le savent ont des préoccupations plus importantes que la livraison des messages. Dans ce cas, le dessinateur s'adresse directement à son correspondant. On réserve ce système aux courriers extrêmement urgents, ou aux ordres de l'empereur. Eléa Morianval a procédé ainsi pour te contacter. Ne m'en demande pas davantage, je n'y comprends rien. Camille le remercia et s'apprêtait à s'éloigner lorsqu'il la rappela. J'ai oublié de mentionner l'utilisation du chuchoteur. Assez rare, tu la connais déjà. Tu as un curieux sourire. Manigancerais-tu quelque chose? C'est encore trop confus pour que j'en parle. Comme tu veux, Ewilan. Camille l'observa. Depuis le retour d'Eyana, Edwin était apaisé. L'éveil des sentinelles l'avait libéré d'un poids énorme, mais ce n'était qu'en présence de la jeune femme qu'il semblait vraiment heureux. Camille croisa les doigts pour qu'Eyana s'en aperçoive et se promit, si ce n'était pas le cas, de lui en souffler un mot. Elle se préoccupa ensuite du stratagème qu'elle avait imaginé. Il lui fallait d'abord s'assurer qu'ils étaient sortis du hiatus. C'était le cas, elle se glissa sans difficulté dans l'imagination. La suite s'avéra plus complexe. Envoyer un message différait totalement de ce qu'elle avait tenté jusqu'à présent. Et c'était réellement difficile. Elle réajusta en conséquence son avis sur le danger que représentait Eléa Morianval. La sentinelle avait utilisé cette technique alors qu'elle était figée, ce qui impliquait une maîtrise extrêmement avancée de l'art du dessin. Il ne fallait pas la sous-estimer. Peu à peu, Ewilan saisit que la communication à distance requérait une idée précise du fonctionnement mental de celui qu'on voulait joindre. Cela rendait encore plus impressionnant le fait qu'Eléa, sans la connaître, ait réussi à la contacter. Sa propre tentative lui parut tout à coup fort présomptueuse. Elle s'acharna pourtant, se concentra au maximum de ses possibilités. Soudain, le contact eut lieu. D'abord ténu, il se fit plus net et Camille murmura. « Viens ma belle, viens. Il n'y a plus de danger, tu peux revenir. Tu me manques beaucoup, tu sais. » En réponse, un joyeux hennissement résonna dans son esprit. Une exclamation satisfaite lui échappa, à la surprise de ses compagnons qui la dévisagèrent. « Tu as un problème ?» s'inquiéta Bjorn. « Au contraire, le facteur m'a apporté une bonne nouvelle !» Le chevalier la contempla, comme si elle devenait folle. Mais Edwin saisit l'allusion et fronça les sourcils. « Que complotes-tu » Tu ne devines pas? Non, et j'avoue que ça m'inquiète un peu. Tu comprendras bientôt, assura Camille, un sourire énigmatique aux lèvres. Les chevaux les rejoignirent alors que le soleil se couchait presque. Aquarelle apparut la première, caracolant au sommet d'une colline arrondie. Les étalons arrivèrent peu après, suivis de Cocotte et Bourrichon. Seul Horty manquait à l'appel. Menés par la jument, les animaux trottèrent jusqu'à leur maître, qui les accueillirent avec des cris de joie. « Qu'est-ce que vous avez à hurler comme ça? On dirait que vous n'avez jamais vu de chevaux de votre vie. » Ils se retournèrent d'un seul mouvement. Debout dans le chariot, Salim les regardait avec un air tellement ensommeillé qu'ils partirent d'un énorme éclat de rire. Puis il bâilla longuement en s'étirant, ce qui renforça l'hilarité générale. Lorsque le calme fut revenu, Bjorn résuma parfaitement la vie de tous. « Bienvenue mon garçon. Toi endormi, nous étions bien tranquilles. Mais je dois avouer que tu nous as manqué. » Chapitre 6. Et tu dis que j'avais les yeux jaunes? Parfaitement. Ma vieille, tu exagères.
J'étais à quatre pattes, en train de me disputer avec un loup gros comme une vache, et j'avais les yeux jaunes. Comment veux-tu que je te croie? Arrête l'alcool! Camille et Salim étaient assis côte à côte à l'arrière du chariot, les jambes pendant dans le vide. Leur compagnon s'affairait à monter le camp, et Camille était chargée d'expliquer à son ami les événements de la veille. Salim, espèce de mollusque! Ce que je t'ai rapporté est vrai, tu le sais, alors cesse ce jeu idiot! D'accord, ne te fâche pas. Reconnais tout de même que ça fait un choc d'apprendre qu'on est quasiment devenu un loup-garou. Tu ne te souviens vraiment de rien? De rien. J'ai grimpé dans l'arbre et quelques secondes plus tard, je vous ai trouvé en train d'applaudir à l'arrivée des chevaux. Camille soupira. Je peux te certifier qu'entre-temps, outre ta transformation, tu as sacrément roupillé. C'est bon, j'admets. C'est dur, mais j'admets. J'aime autant. Salim se racla la gorge et reprit d'une voix hésitante. Camille? Oui? On ne s'embrasse pas pour fêter nos retrouvailles? Désolée, j'aurais trop peur que les vapeurs d'alcool te gênent, rétorqua-t-elle d'un ton railleur. Et puis tu sais, les bisous avec les mollusques. Salim leva les yeux au ciel. Je disais ça pour rigoler. Eh bien rigole. Elle sauta à terre et se dirigea vers le fagot que Maniel venait de déposer au centre du camp. Je peux? Demanda-t-elle à Maître Duhomme qui s'était lui aussi approché. Je t'en prie, Ewilan. Elle se glissa dans l'imagination et dessina une flamme. Elle fit ensuite basculer sa création dans la réalité. Le tas de branches s'embrasa instantanément. Et Yana, qui avait assisté à la scène, applaudit chaleureusement. Joli travail, moi qui n'ai aucun don, je suis toujours étonnée de voir quelqu'un dessiner. Je croyais que tout le monde savait créer une flamme, releva Camille. En effet, admit la jeune femme. Mais pour la plupart des gens, c'est loin d'être aussi facile que pour toi. Personnellement, cela fait longtemps que j'ai décidé de me servir d'un briquet. La marchande désigna Salim, toujours assis à l'arrière du chariot. Il a compris ce qui lui est arrivé? Je crois, même si j'ai dû un peu insister. Et là, que fait-il? Il boude? Non, il réfléchit, rectifia Camille. Le retour d'Eyana et de Salim avait rendu son intégrité à la troupe. Björn et Salim avaient repris leur incessante chamaillerie, que Maniel arbitrait avec humour. Maître Duhomme, qui avait renoncé à son rôle de professeur, entretenait avec Camille de passionnantes discussions sur l'art du dessin, tandis qu'Edwin et Yana ne se quittaient plus. Le temps s'était adouci. Les incursions précoces de l'hiver n'étaient qu'un mauvais souvenir. Un automne radieux s'installait peu à peu. Un automne aussi radieux que le sourire de Salim lorsque ses yeux croisaient ceux de Camille. Chapitre 7. La citadelle était vertigineuse. Elle se dressait sur un piton rocheux qui surplombait la plaine, ses hautes murailles se fondant parfaitement avec les dalles verticales qu'elle prolongeait. 3 tours puissantes se lançaient à l'assaut du ciel, tandis qu'une 4e, couronnée d'un dôme de cristal, semblait l'atteindre. Edwin désigna le dôme illuminé par le soleil du matin. « La vigie !» s'exclama-t-il. Merwin a veillé à ce que la moitié de l'Empire soit visible de là-haut. Salim contempla la tour en silence, puis le maître d'armes. Ne parvenant pas à deviner si celui-ci était sérieux, il retint un commentaire désobligeant. La remontrance de Camille, quelques jours auparavant, avait un peu calmé son excessive ironie, et il essayait depuis d'adopter un comportement plus affable. « Il n'y a pas de ville ?» s'étonna Camille. Elle se trouve à l'abri des murailles, de l'autre côté du piton. Expliqua Edwin. Regardez, on vient à notre rencontre. Une troupe de cavaliers était en effet apparue au sommet d'une imminence proche et fonçait dans leur direction. Les frontaliers parcoururent rapidement la distance qui les séparait des compagnons, éblouissant Camille par leur maestria équestre. En arrivant près d'eux, ils se scindèrent en 2 files qui se refermèrent derrière le chariot, puis firent volte-face et s'arrêtèrent à leur hauteur. Ils portaient la même armure de cuir sombre qu'Edwin, et le même sabre dépassait de leurs épaules. Ils s'attendirent, immobiles et silencieux. Le vent qui se levait ajoutait sa note sifflante à l'étrangeté de la scène. Camille frissonna. Les frontaliers ne possédaient pas la stature des hommes de la Légion Noire, et leurs armements étaient sommaires. Pourtant, elle les trouvait encore plus impressionnants. Edwin fit avancer son cheval d'un pas. Face à lui, un frontalier l'imita. Camille écarquilla les yeux en découvrant la tresse blonde qui battait dans son dos, et les traits harmonieux de son visage. Le farouche cavalier était une femme. Edwin leva la main. Celle de la guerrière s'y appliqua avec force. « Honneur et courage !»« Honneur et courage !» dirent-ils ensemble. Comme si la formule avait marqué la fin d'un salut protocolaire, les cavaliers poussèrent des hurlements de joie et bondirent à terre. Ils entourèrent Edwin puis le descendirent de son cheval en l'acclamant. À plusieurs reprises, Camille l'entendit appeler Prince des Marches.
Leur guide était adoré par ceux de son peuple, qui semblaient voir en lui l'unique raison de leur imprévisible triomphe sur les races. Finalement, Edwin poussa un cri. « Écoutez-moi !» Le silence s'installa et il poursuivit. « Je n'étais pas seul. Ses compagnons, de vrais frères d'armes, m'ont aidé. Sans eux, rien n'aurait été possible. » De nouvelles exclamations retentirent, qu'Edwin calma d'un geste de la main. Mais celle qui porte tout le mérite de la victoire, celle qui a éveillé les sentinelles après avoir vaincu un Mantaï, celle qui a libéré le gardien d'Alpol est là, fils et fille de Merwin. Voici Ewilan Gil-Sayan. Tous se tournèrent vers Camille qui s'empourpra. Elle voulut parler, mais aucun mot ne parvint à franchir sa gorge. Un silence total régnait sur l'assemblée. Camille était dévisagée par des dizaines de regards impénétrables. Et bien qu'elle ne fût pas timide, la situation l'écrasait. Soudain, la guerrière qui avait salué Edwin leva les 2 bras à la hauteur de son visage et claqua ses mains l'une contre l'autre. Elle recommença sur un rythme lent. Et un à un, les frontaliers se joignirent à elle. La clameur de cet hommage s'éleva, sauvage et envoûtante. Le silence qui lui succéda augmenta encore la solennité du moment. « Je crois qu'ils attendent un discours », souffla Salim à l'oreille de son ami. Camille sentit le rythme de son cœur s'accélérer. Même si elle avait eu envie de se lancer dans une déclaration, elle en aurait été incapable. « Allez, courage ma vieille !» continua Salim dans un murmure. « T'es une star, assume !» Elle se força à respirer profondément et implora Edwin du regard. « Ami !» lança-t-il. « Ewilan est celle qui a sauvé l'Empire, mais c'est aussi une jeune fille qui n'a pas dormi dans un vrai lit depuis une éternité. Elle est fatiguée, épuisée même. Lui offrirez-vous l'hospitalité de la citadelle ?» Les frontaliers réagirent dans l'instant. Ils bondirent sur leurs chevaux qu'ils firent volter, tandis que la guerrière s'approchait de Camille. « Nous feras-tu l'honneur de chevaucher en notre compagnie ?» Camille quêta l'approbation d'Edwin qui hocha la tête. « Je suis une cavalière débutante, » répondit-elle. « incapable d'imiter vos prouesses, mais je me joindrai à vous avec plaisir et fierté. » Björn tapota l'épaule de Salim. « Comment se débrouille-t-elle pour conserver un pareil aplomb ?» lui murmura-t-il. « À sa place, j'aurais bafouillé une phrase ridicule. » « Je ne sais pas. » Avoua Salim. « Je ne m'en serais pas sorti non plus. » « C'est bien pour ça que vous n'êtes pas à sa place. » se moqua Iliana. La jeune marchande s'était approchée d'eux et un sourire fendait son visage. Soudain, elle fronça les sourcils, l'air mécontent. La guerrière qui avait invité Camille s'était avancée jusqu'à Edwin, à le toucher. « Je suis heureuse de te revoir, » lui confia-t-elle. « Ces mois sans toi ont desséché mon cœur. » « La séparation a été difficile pour moi aussi. » répondit-il. « J'ai souvent pensé à toi, Siam, et tu m'as beaucoup manqué. » La jeune guerrière sourit largement, ce qui illumina son visage. Elle déposa un baiser sur la joue d'Edwin, sautant en selle sans daigner utiliser l'étrier, et pivota ensuite vers Camille. « En avant, Ewilan de Gwendalavir, le seigneur de la citadelle nous attend. Il a hâte d'entendre narrer tes aventures. » Elle pressa les flancs de sa monture. Les frontaliers s'élancèrent à sa suite. Camille n'eut qu'à solliciter Aquarelle des genoux pour qu'elle s'envole avec eux. Ils furent vite loin, et les mots d'Eyana résonnèrent dans le silence brusquement revenu. « Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette fille fade et vulgaire à la fois. » Edwin fit mine de n'avoir pas entendu, tandis que les autres prudents se gardaient bien du moindre commentaire. Chapitre 8. Björn avait renoncé à se laisser pousser la barbe. Il achevait de se raser en se justifiant auprès d'un Salim goguenard. « Vois-tu, mon garçon, les poils piquent atrocement, ne tiennent pas vraiment chaud et nuisent à mon charme en cachant mes traits fiers et virils. » Salim éclata de rire avec tant d'entrain que le chevalier sursauta et s'entailla la joue avec la lame de son rasoir. « C'est malin !» râla-t-il. « Comment veux-tu que les jolies frontalières me considèrent à ma juste valeur si je me présente défiguré ?»« Pas de souci, Björn, pas de souci !» répondit Salim qui avait du mal à se calmer. « Tu es si laid que, barbu ou pas, balafré ou non, les filles de la citadelle feront des cauchemars pendant des siècles !»« Tu es jaloux !» riposta le chevalier. « Voilà tout !» Maniel, qui assistait à l'affrontement en souriant, assis dans un fauteuil, les pieds sur une table basse, intervint. « Je te préférais barbu, » déclara-t-il. « Tu crois ?» s'étonna Björn. « Bien sûr, les vilaines choses, moins on les voit, mieux on se porte. » Björn, vexé, tourna le dos à ses amis. « Des envieux !» marmonna-t-il. « Rien d'autre. Un nabot qui croit avoir de l'esprit et une espèce d'armoire à glace stupide. » Salim s'apprêtait à répliquer lorsqu'on frappa à leur porte. Maître Duham entra sans attendre de réponse et se campa devant eux. Il avait fière allure dans un bel habit de velours vert et se tenait droit comme un i. « Comment ?»
s'exclama-t-il. Pas encore prêt. Je vous rappelle que le seigneur Ander Tililan nous accorde une audience solennelle avant le banquet prévu pour fêter la libération des sentinelles et la victoire proche. Ce personnage légendaire ne le cède en importance qu'à l'empereur. Manquer de ponctualité constituerait une insulte grave, même si ce ne serait pas étonnant de la part d'ours mal léchés comme vous. Björn profita de ce que l'analyste reprenait son souffle pour intervenir. Nous sommes prêts. Cria-t-il. Nous vous suivons. Maître Diom fronça les sourcils. Tu t'es rasé? Remarqua-t-il. Drôle d'idée. Je crois que tu étais moins laid avec la barbe. Salim laissa échapper un gloussement de joie qui lui attira un regard furibond de l'analyste. J'espère que tu sauras te tenir, jeune homme. L'admonesta-t-il. Les frontaliers ont un sens strict des convenances et un code d'honneur très rigoureux. Si tu joues à l'impertinent, tu sauras défier un duel en moins de temps qu'il n'en faut une idée pour traverser ta cervelle atrophiée. Compris? Compris, chef, se moqua Salim. Maître Diom leva les yeux au ciel, puis se tourna vers Maniel. Tu es de loin le plus sensé des trois. Je te charge de veiller sur eux. J'ai assez de soucis avec l'inévitable confrontation entre Ewilan et Elearil Morianval, sans avoir à m'occuper de garnements mal élevés. Maintenant, on y va! Sur ces mots, il tourna les talons et s'engagea dans le couloir. Salim attrapa Björn par la manche. Des duels? Il blaguait, non? Non, bonhomme, les marches du Nord sont un territoire sauvage, dangereux. À l'image de ceux qui y vivent, j'ai toujours entendu dire que les frontaliers avaient un sens de l'humour rudimentaire, et qu'ils réglaient fréquemment leurs différends à coups de sabre. Salim siffla doucement. Camille risque d'être provoqué en duel. Elearil Morianval a des amis dans la citadelle, des gens qui risquent de ne pas apprécier qu'on la remette en question. Mais c'est une traîtresse, tout le monde le sait. Faux, la plupart des Alaviriens l'ignorent. De plus, en rétablissant les sentinelles dans leurs fonctions, Silafian a implicitement signifié qu'ils pardonnaient leur défection. Les frontaliers n'accepteront jamais que quelqu'un discute une décision de l'empereur. Salim s'apprêtait à protester, lorsque Maniel le poussa hors de la chambre. Avance. Si nous arrivons en retard, Maître Diom serait capable de dire que c'est ma faute. Les trois amis empruntèrent les couloirs de la citadelle, en veillant à ne pas s'écarter du parcours qu'ils connaissaient. Salim s'imaginait arpenter un château fort, même si les immenses baies vitrées, les structures métalliques et la décoration n'avaient strictement rien à voir avec la France du Moyen-Âge. Il avait enfin découvert un type de construction qui mélangeait allègrement ses connaissances historiques et son goût pour le fantastique. Il était aux anges. Ils retrouvèrent leurs compagnons dans la salle d'apparat. La pièce était aussi vaste que le pont d'un navire et d'énormes piliers de marbre rose soutenaient un plafond tout en voûte. Le sol, une unique dalle de cristal translucide, laissait voir une dizaine de mètres plus bas un profond bassin d'eau limpide. Des poissons multicolores, certains longs de plus d'1 mètre, y nageaient paisiblement. Salim eut du mal à en détacher son attention. Malgré la présence de plusieurs douzaines de personnes, le sol était parfaitement propre et on avait l'impression de flotter dans les airs. À l'extrémité de la salle, un tigre de jade soutenait un trône taillé dans un bois précieux aux veinures dorées. Le seigneur Ander Tililan y était assis. Son extraordinaire ressemblance avec Edwin frappa Salim d'étonnement. Il possédait les mêmes traits tout en méplat, les mêmes yeux gris acier, la même stature. Le seigneur frontalier portait l'armure de cuir de son peuple, et s'il paraissait très âgé, il n'en était pas moins impressionnant de force et de charisme. Debout, Camille et Edwin lui faisaient face, tandis qu'Eyana et Maître Diom se tenaient un peu en retrait, au milieu d'un groupe de frontaliers. Salim se serait faufilé jusqu'à son ami si Eyana ne l'avait pas fermement attrapé par l'épaule. « Tiens-toi correctement, petit monstre », lui souffla-t-elle sur un ton menaçant. Ander Tililan se leva, alors que 2 personnes dissimulées dans l'ombre du trône faisaient un pas en avant. « C'est elle », murmura Salim à l'oreille de la marchande. « Voici la femme qui a trahi les parents de Camille. L'homme près d'elle est également une sentinelle, je l'ai vue à Alpol. » Camille aussi avait aperçu Elearil Morianval. Les yeux de la femme se rivèrent dans les siens, et doucement, un sourire naquit sur ses lèvres. Il était si plein de morgue que Camille sursauta. Elle exécra soudain cet être-dieu. Elle serra les poings en se remémorant les explications d'Edwin. La citadelle était l'équivalent d'un hiatus. L'imagination n'y était pas accessible. Pourtant, à cet instant précis, rien ne l'aurait davantage comblé que dessiner un seau d'eau glacée pour le déverser sur la tête de la sentinelle.
Le seigneur des frontaliers acheva son discours, et des applaudissements parcoururent l'assemblée. Camille prit conscience qu'elle n'avait rien écouté. Elle jeta un coup d'œil circulaire et se rasséréna en constatant que personne n'attendait qu'elle prenne la parole. Comme si elle avait perçu son trouble, Elearil Morienval sourit plus largement. Elle se pencha et murmura une phrase à l'oreille de son voisin qui eut un léger rire. La foule entoura Edwin pour le féliciter et Salim rejoignit Camille. « Tu as vu » s'indigna-t-elle. « Comment ce serpent m'a dévisagé ?»« Ne t'occupe pas d'elle pour l'instant, tempéra-t-il. Je lui réglerai son compte plus tard. »« Tu deviens prétentieux » remarqua Camille. « Comment vas-tu t'y prendre ?»« Je n'y ai pas réfléchi, » admit Salim. Mais ce n'est pas un problème, je peux trouver 50 moyens en 10 secondes. N'oublie pas que, pendant mon absence, j'ai vécu avec une marchande. Une absence de 3 jours, Salim, au lieu des 3 ans prévus. Je suppose qu'Ayana, même avec un élève brillant comme toi, a dû restreindre ses ambitions. Ne sois pas aussi sceptique, protesta-t-il. Regarde. Il effleura le bras de Camille d'un geste à la fois doux et rapide. Et après avoir prolongé le suspense une poignée de secondes, ouvrit la main. Mais c'est ma bourse! S'étonna Camille. Alors, ma vieille, railla Salim. Tu doutes encore de moi? Plus du tout, admit-elle de bonne grâce. Tu es un professionnel, je le reconnais. Un détail toutefois, dans cette bourse, il y a la sphère Graftlich. Tu as toujours cette horreur, grimaça Salim. Qu'est-ce que tu attends pour t'en débarrasser? Elle ne te sert à rien. Qui sait, Salim, qui sait? Bjorn arriva à cet instant. Il passa ses bras sous ceux des adolescents pour les entraîner. Le banquet de bienvenue est servi dans la salle d'à côté, annonça-t-il. Je viens de repérer les lieux. Et Willan, tu as l'honneur de t'asseoir à la droite du seigneur Tililan. Tu seras loin de nous. Ne t'inquiète pas, je veillerai à ce que Salim ne mange pas avec les doigts. Il poursuivit en prenant une pose avantageuse. Dis-moi, jeune fille, comment me trouves-tu sans la barbe? Charmant, Bjorn, tout à fait charmant. Le chevalier éclata de rire et asséna à Salim une bourrade qui faillit le projeter au sol. Et voilà, bonhomme, s'exclama-t-il. La vérité retrouve ses droits. Les dimensions de la salle de banquet avoisinaient celles de la salle d'apparat. La table centrale, longue de presque 20 mètres et recouverte de victuailles plus appétissantes les unes que les autres, était impressionnante. Edwin s'approcha de Camille. Une fête exceptionnelle, expliqua-t-il un peu gêné. Habituellement, les frontaliers sont beaucoup plus sobres. Elle hocha la tête et s'avança vers la place qui lui était réservée, regrettant de devoir se séparer de ses amis. Seul Edwin lui faisait face. Elearil Morienval se glissa près de lui et adressa à Camille un sourire outrancier. La jeune fille frémit. Le comble fut atteint lorsque l'autre sentinelle se plaça à sa droite. Edwin encouragea d'un clin d'œil, mais cela ne la réconforta qu'à moitié. Le seigneur Tililan fit un geste ample de la main, et les invités s'assirent. Lui resta debout, et appuyant ses poings sur la table, se pencha vers l'assemblée. « Amis !» lança-t-il d'une voix forte. « Nous fêtons aujourd'hui un événement exceptionnel, la victoire sur les Raïs, nos ennemis de toujours. Nous, frontaliers, avons fait notre devoir, nous avons combattu sans trêve et sans peur. Mais ce triomphe ne nous appartient pas, c'est celui d'Ewillan Gil-Sayan et de nos fidèles sentinelles. Portons un toast en leur honneur. » Donnant l'exemple, le patriarche leva sa lourde chope de verre au-dessus de sa tête. Les convives l'imitèrent en approuvant bruyamment. Lorsque le calme fut un peu revenu, la sentinelle, assise auprès de Camille, se dressa à moitié. « Seigneur !»« Halt, Gilmuirt !» s'exclama le patriarche. « Tu as la parole, nous t'écoutons car ta sagesse est grande et nous te devons la liberté. » La sentinelle acquiesça d'un signe de tête et attendit le silence complet pour parler. « Je tiens à vous remercier. » commença l'homme. « Votre reconnaissance nous va droit au cœur. Œuvrer avec des guerriers aussi fiers que les frontaliers pour le bien de l'Empire est un honneur que beaucoup nous envient. Je dois cependant en toute humilité corriger une de vos paroles. Tout le mérite de la victoire vous revient. Nous, sentinelles, portons en partie la responsabilité de la situation périlleuse dans laquelle se trouvait Gwendalavir. L'empereur et vous-même avez eu la grandeur d'âme de nous pardonner nos errements. Et je tiens à vous renouveler ici notre complète allégeance. » Ander Tililan hocha la tête avec satisfaction. « Vous avez, seigneur, reprit Holt Kilmuirt, mentionné les sentinelles, comme si elles avaient toutes participé à la bataille. Or c'est faux. Seules 10 d'entre elles ont combattu les Raïs. Seules 10 d'entre elles ont contré les stratagèmes Tlish. Seules 10 d'entre elles se sont dressées à vos côtés.
À ma grande honte, 2 ont été suffisamment veules pour fuir le combat, pour se terrer, pour se déshonorer. Leur fille a contribué à sauver l'Empire. Mais Altan et Elysia Ghail-Sayan sont des lâches, indignes d'être cités ici. Une explosion de verre retentit. Camille venait d'écraser sur la pommette de Holt Kilmuirt la lourde chope qu'elle tenait dans son poing crispé. Sous l'impact, l'homme poussa un cri de douleur et bascula en arrière. Des cris éclatèrent et de nombreuses personnes se levèrent. L'orateur se redressa. Une vilaine coupure barrait sa joue. Mais il souriait. Le seigneur Tililan poussa une clameur sauvage, et le brouhaha retomba, pour laisser place à un silence presque complet. La voix de Holt Kilmuirt résonna dans la salle, suintante de haine. Mon honneur a été piétiné. Il ne peut être lavé que dans le sang. J'exige un duel. C'est impossible. Edwin avait crié, le visage déformé par la colère. Tu as volontairement insulté Ewilan en bafouant ses parents. Nul ne sait avec certitude ce qui advint il y a 7 ans, quand tu as trahi. Mais leur loyauté est au-dessus de tout soupçon. Tu le sais très bien. Tu es un serpent, mais ta perfidie est vouée à l'échec. Ewilan est une enfant. Elle ne peut être provoquée en duel. Et Léoril Morianval prit la parole sur un ton doux comme une feuille de soie, et tranchant comme un rasoir. Peut-on vraiment dire d'une jeune fille qui siège à la droite du seigneur de la citadelle? D'une jeune fille qui a vaincu le gardien d'Alpol, qui a oxy un mantail, qu'elle est encore une enfant? L'argument frappa l'assemblée comme une masse. Edwin blêmit et se tourna vers Ander Tililan. Père? Le vieillard paraissait abattu, mais lorsqu'il releva la tête, sa décision était prise. Altan et Elysia sont des justes, j'en conviens, Edwin, et je désapprouve totalement ce duel. Il poursuivit en fixant son fils. Mais je ne peux l'interdire, notre loi est sans appel. Les propos de Holt Kilmuirt ont beau être empreints de fourberie, le geste d'Ewilan constitue une agression irrémissible. Le duel aura lieu ce soir, dans la haute prairie. Des exclamations s'élevèrent, mais lorsqu'Edwin abattit son poing sur la table, le silence revint, absolu. Il planta ses yeux dans ceux de la sentinelle. Tu es un être vil, articula-t-il. Plus abject qu'un tlich. Tu périras sous ma lame, je le jure sur la mémoire de mes ancêtres. La sentence tomba comme un couperet. Holt Kilmuirt devint livide, mais il conserva son sourire. Les regards se tournèrent alors vers Camille. Elle se sentait maintenant sereine. « Mes parents n'ont pas trahi !» annonça-t-elle d'une voix claire et haute. « Je le sais, comme vous le savez tous. Je suis persuadée qu'ils vivent encore, même si j'ignore où ils se trouvent. Je veux rester digne d'être leur fille aussi, je ne me déroberai pas à ce duel. Sachez toutefois que vous abritez des monstres parmi vous, qui continuent à manigancer dans l'ombre. Prenez garde, frontaliers, ils cherchent votre perte. » Chapitre 9. Je ne comprends rien. Pourquoi veulent-ils se débarrasser de Camille? Et pourquoi ont-ils choisi ce moment et cette méthode? Maniel venait de résumer avec des mots simples ce qui intriguait la plupart des frontaliers. Le banquet n'avait pas eu lieu. Le seigneur Tililan, déchiré entre son devoir et ses certitudes, s'était levé et avait quitté la salle. Les amis de Camille avaient convergé vers elle, tandis qu'une incroyable agitation saisissait l'assemblée. Les 2 sentinelles en avaient profité pour s'éclipser discrètement. Edwin avait entraîné ses compagnons à l'extérieur. Ils se trouvaient maintenant dans un salon au calme. C'est pourtant simple, expliqua le maître d'armes. Les sentinelles ont failli. L'empereur pense qu'il s'agissait davantage d'un manque de jugement que d'une réelle forfaiture. Il leur a donc accordé son pardon. Les choses seraient différentes s'il apprenait les véritables desseins de Morianval et de Muirt. Or, Ewilan est la seule personne qui puisse encore prouver leur félonie. Mais comment? S'étonna Bjorn. En libérant mes parents, intervint Camille. Je ne sais ni où ils se trouvent, ni qui les détient prisonniers. Mais j'ai compris tout à l'heure que ces 2 faux jetons ne peuvent plus les atteindre. Et Léariel Morianval n'a qu'une crainte, que je les retrouve et qu'ils lui demandent des comptes. Elle sait que j'en suis capable et elle veut me supprimer. En revanche, je n'arrive pas à saisir pourquoi ils m'ont défié de manière aussi maladroite, au risque de s'attirer l'inimitié des frontaliers. Honnêtement, et même si je reste prudente dans mes assertions, je suis persuadée posséder plus de pouvoir que de réunis. À quoi rime ce duel? Edwin soupira longuement avant de prendre la parole. La réponse, Ewilan, tient dans ce que tu ignores encore. Haute Prairie est le nom d'une des cours de la citadelle. Il est donc impossible d'y dessiner. Les duels des frontaliers se déroulent au sabre. Bjorn poussa une bordée de jurons et Salim se leva d'un bond. Mais c'est de la folie, un meurtre organisé. Camille n'a jamais tenu une arme, il faut intervenir.
Tu as entendu le seigneur de la citadelle? Rétorqua Edwin en serrant les mâchoires. Je connais bien mon père. Il a conscience de ce qui se passe et l'empêcherait s'il le pouvait. Mais il ne peut rien faire. La loi est du côté de Mouirt. Nous perdons notre temps en paroles inutiles, s'exclama soudain Eliana. Il faut prendre les décisions qui s'imposent. Camille, es-tu d'accord pour t'échapper, pour fuir ce duel? Non. Je m'en doutais. Je vais donc m'occuper de ce maudit quoi. Il n'y aura pas de duel et... N'y compte pas. La coupa Edwin. Il est enfermé avec Eléa dans la vigie, l'unique salle de la citadelle où dessiner soit possible. Ils y ont leur appartement, et seuls les dessinateurs de très haut niveau y ont accès. Et Willan pourrait s'y rendre sans difficulté, mais je doute qu'elle accepte de régler le problème à ta manière. Et Yana ferma les yeux. Dans ce cas, Camille, tu vas te battre. Nous avons 6 heures devant nous. Edwin, il nous faut un endroit tranquille pour nous entraîner. Est-ce envisageable? Avant que le maître d'armes ait pu répondre, on frappa à la porte. Maître Diom alla ouvrir. La jeune femme blonde qui les avait accueillis dans la plaine se tenait sur le seuil. « Je viens vous proposer mon aide », annonça-t-elle. Et Yana s'apprêta à la rabrouer, lorsqu'Edwin se leva et s'avança vers elle. « Entre, Siam », déclara-t-il. « Je suis heureux que tu sois là. » Puis il se tourna vers ses compagnons. « Je n'ai pas eu le temps de vous présenter ma jeune sœur, Siam. » Le soupir de soulagement émis par Eliana à l'annonce de cette parenté ne fut perçu que par Maître Diom, lequel était bien trop fin pour s'autoriser une remarque. Siam portait un long objet, enveloppé de soie violette. J'ai apporté ceci pour Ewillan, mon premier sabre. Il est léger, adapté à sa taille et à son âge. Je peux aussi, si elle veut, l'aider à se préparer au duel. Siam est né avec une lame dans les mains, précisa Edwin. Je ne souhaiterais à personne d'avoir à l'affronter. Camille avait suivi l'échange, comme si elle n'avait pas été concernée. Elle venait de tenter, pour la 4e fois, d'investir l'imagination. En pure perte. Elle avait l'affreux sentiment que la situation lui échappait totalement. Elle se força pourtant à sourire en s'adressant à la jeune femme. Merci beaucoup. Je ne sais pas si cela sera utile, mais je vous suis reconnaissante. Ça suffit, ces idées négatives. Réagit Eliana. Nous allons nous occuper de toi, et ce soir, tu me feras le plaisir de découper cet enfant de Tlish en morceaux. Au travail. Elle prit Camille par la main et l'obligea à se lever. Siam s'adressa à son frère. Nous pourrions utiliser la petite salle d'armes, qu'en dis-tu? Edwin se contenta de hocher la tête. Les 2 jeunes femmes et Camille quittèrent la pièce. Salim se tourna vers Björn en quête d'une lueur d'espoir. Elles vont vraiment lui enseigner à se battre? Le chevalier considéra ses compagnons avant de répondre, la gorge nouée. Non, bonhomme. Elles agissent ainsi pour ne pas se contenter d'attendre. Il est impossible d'apprendre le maniement du sabre en un après-midi, ni même en 2, en 10 ou en 100. Et Willan n'a aucune chance dans ce duel. Chapitre 10. Camille balaya du regard la haute prairie. Une vaste terrasse sans parapet, surplombée sur 3 côtés une multitude de bâtiments et d'espaces ouverts, protégés par les impressionnants remparts extérieurs. Un balcon la dominait, noir de monde. À l'extrémité de la cour, Holt Kilmuirt se tenait immobile. Les amis de Camille se mêlaient aux spectateurs, mais le seigneur de la citadelle avait veillé à ce qu'il soit désarmé et bien entouré afin de prévenir toute intervention, jusqu'à Salim qui était encadré par 2 frontaliers prêts à se saisir de lui. Edwin avait tempêté toute l'après-midi, essayant de convaincre son père d'interdire le duel, en vain. Camille l'imaginait à cet instant, muscles noués, poings crispés, les gardes chargés de sa surveillance ne devaient pas en mener large. Elle sourit amèrement en sentant une douleur parcourir ses avant-bras. Et Yana et Siam l'avaient fait travailler durement. « Tu dois surprendre ce fils de Tlish », avait martelé Yana. « Il est persuadé de te tuer sans difficulté. Il ne se méfiera pas. Tu peux donc le vaincre ?» Camille resserra sa prise sur son sabre, ainsi qu'on le lui avait enseigné. Elle ne put s'empêcher d'admirer la beauté de l'arme. Son tranchant était redoutable, et elle était merveilleusement équilibrée. Avait-elle vraiment une chance? Holt Kilmuirt se mit en marche dans sa direction. Camille fit le vide dans son esprit, et utilisa chaque parcelle de sa volonté pour investir l'imagination. Elle en fut chassée en une fraction de seconde. Elle glissait, comme dans le bosquet, face au loup. Mais cette fois-ci, elle ne renonça pas. Elle repartit à l'assaut, tentant de se frayer un passage de force. Pendant un court instant, il lui sembla réussir, puis, une fois encore, elle fut expulsée. Holt Kilmuirt n'était plus qu'à une 10aine de mètres. Un sourire sinistre déformait son visage. En un éclair, les conseils de Siam et d'Eliana défilèrent dans l'esprit de Camille. Placement, garde, centre, attaque, parade, feinte. Elle se lança de nouveau à la conquête des spires. Je travaille, bon sang, fichez-moi la paix.
Les paroles avaient claqué dans son esprit, agacées mais pas réellement menaçantes. De stupeur, Camille faillit lâcher prise, perdre le contact. Elle se ressaisit de justesse. Elle savait qu'Holt Killmuir allait frapper. Il n'y avait qu'une chose à faire. « J'ai besoin d'aide, vite !» Il y eut un vide qui lui sembla durer une éternité. Elle se tenait en équilibre instable à la frontière de l'imagination. Les spires lui étaient toujours interdites. Sa seule chance résidait dans cette voix. Elle résonna une nouvelle fois, plus amicale. Je vois. Utilise la sphère graphe. Je m'occupe de son sabre. Camille ouvrit les yeux. Holt Killmuir était là. Elle lâcha son arme et plongea la main dans sa poche. L'homme leva sa lame. Sur le balcon, l'agitation qui croissait depuis quelques minutes atteignit son paroxysme. Des silhouettes s'empoignèrent. Pendant une seconde terrifiante, Camille crut qu'elle n'arriverait pas à dénouer les cordons de sa bourse. Ses doigts s'agitaient, fébriles et inefficaces. Elle y parvint au moment où le sabre s'abattait sur son cou. Elle serra les dents dans l'attente de l'atroce douleur. Il n'y eut qu'un choc un peu mou. Devant elle, Holt Killmuir fixait stupidement le cylindre de carton qu'il tenait dans son poing. Camille agit sans réfléchir davantage. Elle tendit le bras et plaqua vigoureusement la sphère Trish sur le front de son adversaire. Le résultat dépassa de loin ses espérances les plus folles. Il y eut un grésillement affreux, une odeur nauséabonde. L'homme poussa un hurlement. Il écarta les bras et, toujours criant, tomba à genoux. Camille fit un pas en arrière. Elle tremblait de tous ses membres. La sphère libérée roula au sol. Mais Holt Killmuir ne se releva pas. Son cri s'éteignit dans un gargouillement. Et il s'abattit face contre terre. Pendant un court instant, ses pieds tressautèrent. Puis il s'immobilisa. Un long frisson parcourut le dos de Camille, et une sueur froide perla sur son front et ses tempes. Elle ne supportait pas l'idée d'avoir tué un homme, fût-il un assassin en puissance. Elle sentit une nausée déferler en elle. Il n'est pas mort, petite. Il est juste devenu gaga, et c'est très bien. Se changer en poireau représente pour lui une évolution inespérée. La voix s'était de nouveau élevée dans son esprit, empreinte d'un humour revigorant. Qui parle ? Balbutia Camille. Personne ne répondit. Camille ! Elle se retourna. Salim avait sauté du balcon et se relevait avec difficulté. Il boitilla dans sa direction. Que s'est-il passé ? Haleta-t-il. Camille sourit. Ses bras avaient cessé de trembler, mais ses jambes étaient en coton. Elle désigna une porte qui venait de s'ouvrir, laissant passer Eyana, Edwin et une foule de frontaliers. Il y avait un escalier, Salim. Il faut toujours que tu te fasses remarquer. Des points noirs se mirent à danser devant ses yeux, et elle poursuivit dans un murmure. C'est un vilain défaut. Elle devint livide et s'écroula lentement. Salim n'eut que le temps de tendre les bras pour la rattraper. Lorsque leurs compagnons arrivèrent, il la tenait serrée contre lui. « Ce n'est rien », chuchota-t-il. Elle n'est qu'évanouie. Jamais personne n'avait vu sur son visage une telle expression de bonheur béat. Chapitre 11. Quand Camille reprit connaissance, elle était étendue sur un lit confortable, dans une chambre doucement éclairée par la lumière qui filtrait au travers des rideaux tirés. Elle éternua en sentant une odeur âcre envahir ses narines. Le vieil homme penché sur elle se redressa lorsqu'elle ouvrit les yeux. Presque chauve, il portait une longue barbe blanche et ses yeux, d'un bleu très clair, brillaient d'intelligence. « Merwin » chuchota Camille. Le vieillard eut un rire qui fit ressortir l'éclat de ses dents. « Je suis vieux, admit-il. Mais pas à ce point. Merci, Twi. » lança la voix d'Edwin. « Tu as été efficace comme d'habitude. Cette jeune fille était juste évanouie, rien de bien méchant, puisque les sels ont suffi à la ranimer. Mais si par hasard il y avait un problème, n'hésite pas à me prévenir. » Camille s'assit sur son lit. Ses amis étaient là, en train de la contempler comme une miraculée. Jusqu'à Salim qui, muet pour une fois, la regardait avec des yeux ronds. La porte se referma derrière le guérisseur, et Björn ne put se retenir davantage. Il poussa un cri de joie qui fit sursauter Maître Duhomme. « Espèce de sot !» ronchonna ce dernier. « Tu souhaites que je trépasse d'une attaque cardiaque ?» L'analyste tempéra sa diatribe d'un sourire à peine masqué, puis s'adressa à Camille avec une voix que l'impatience faisait chevroter. « Comment as-tu réussi cet exploit ?» « J'ai utilisé la sphère Trish » expliqua-t-elle. « Je comprends maintenant pourquoi personne n'arrive à la toucher. C'est un bijou qui... » « Mais non !» l'interrompit Maître Duhomme. « Je ne te parle pas de la sphère grave. Même si l'avoir employée comme tu l'as fait témoigne de ton intelligence. Je veux savoir comment tu t'es débrouillé pour le dessin. » « Le dessin ?» « Oui, tu m'as bien entendu !» s'emporta-t-il.
Dessiner dans la citadelle est impossible. Je n'ai perçu aucune utilisation du pouvoir et tu as pourtant réussi à transformer le sable de Holt. Que s'est-il passé? Il y eut un silence. Camille hésitait à parler. Ce fut le regard inquisiteur de l'analyste qui la décida à se taire. Elle ignorait encore trop de choses sur ce qui s'était produit. Il lui fallait réfléchir, s'informer. Elle craignait que la curiosité de Maître Duhomme ne soit un obstacle à son enquête. « Je ne sais pas comment une telle chose a pu arriver. » mentit-elle. Le vieil analyste poussa un grognement dépité. Edwin prit la parole. « J'ai 2 nouvelles. » annonça-t-il. « Tu es resté évanoui suffisamment longtemps pour que la citadelle ait eu le temps de se calmer. Je peux donc t'annoncer que les frontaliers se rangent dans ton camp, même les grincheux qui n'ont pas apprécié que le duel ne se déroule pas selon la tradition. Personne n'a été dupe des manœuvres de Holt et Kilmuirt. » Camille eut un sourire amer. « Ils sont tous avec moi, mais ils se sont contentés d'attendre tranquillement mon exécution. Vachement logique, tes copains frontaliers. » Et Edwin eut l'air gêné. Aussi, Camille n'insista pas. « Et la deuxième nouvelle ?» s'enquit-elle. Elearil Morianval a disparu. Elle a effectué un pas sur le côté, ce qui équivaut à des aveux complets. Les commentaires vont bon train dans la citadelle, et ils ne plaident pas en sa faveur. Camille se tourna vers Maître Duhomme. « Vous arrivez à la localiser ?» Non, les autres sentinelles se sont par contre manifestées. Elles se désolidarisent des actes d'Elearil Morianval et d'Holt Kilmuirt. Elles en profitent pour louer l'attitude de tes parents, minimiser leurs responsabilités, et préciser qu'elles n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Une position certes lâche et quelque peu écœurante, mais inattaquable. L'information ne découragea pas Camille. Répondre aux questions qui se bousculaient dans son esprit lui permettrait, elle en avait la certitude, de débusquer Elearil Morianval. Quelqu'un l'avait aidé pendant son duel. Qui était assez puissant pour dessiner dans la citadelle? À quelle activité se livrait son mystérieux sauveteur? Elle remarqua soudain la lèvre enflée de Maniel et une échymose qui virait au bleu autour de l'œil de Bjorn. « Que vous est-il arrivé ?» s'inquiéta-t-elle. Les 2 colosses échangèrent un regard. « Il y a eu un peu d'agitation sur le balcon tout à l'heure. » expliqua Bjorn. On nous avait confisqué nos armes. Poursuivit Eliana. Mais nous n'avions pas assisté à ta mort sans rien tenter. Bon nombre de frontaliers vont se réveiller avec un sacré mal de crâne. « Quelle folie !» s'exclama Camille. « Vous allez vous retrouver avec un tas de duels sur les bras !» Ça m'étonnerait, rétorqua Maniel. Ou alors, les volontaires devront d'abord affronter Edwin. C'est tout de même lui qui a cogné le plus fort. Le maître d'armes haussa les épaules. Il ne se passera rien, croyez-moi. Les frontaliers nous ont retenus par sens du devoir, mais le cœur n'y était pas. Ils ont touché ce soir aux limites de leur code d'honneur. Nombreux sont ceux qui ont honte de ce qui a failli survenir. Dans la chambre, tout le monde se mit à parler en même temps. Et Camille éleva la voix pour se faire entendre. « Je trouve dommage de survivre à un duel pour ensuite mourir de faim. » « Excellente remarque !» rugit Bjorn. « À table !» « Mais il fait nuit !» observa Iana. « Peu importe !» s'exclama le chevalier. Ewilan est une héroïne, elle a envie de manger, il est de notre devoir de lui offrir un festin. Et je suppose que tu vas l'accompagner? Se moqua Salim. Gagné, fiston, les émotions ouvrent l'appétit, et j'ai eu mon compte de coups de sang pour aujourd'hui. Il faut que je m'occupe un peu de mon estomac. En sortant, Camille n'eut aucune difficulté à se glisser près de Salim. « Rendez-vous ici, Lui murmura-t-elle à l'oreille. cette nuit, à 1h. » Pas de problème, ma vieille. Chuchota-t-il en retour. Un large sourire fendant son visage. C'est reparti comme au bon vieux temps. Chapitre 12. Camille croyait n'avoir fermé les yeux qu'une dizaine de secondes lorsqu'elle s'éveilla en sursaut. Elle consulta le clepsydre qui trônait sur une commode et poussa un grognement étouffé. Il était 1h passée de 10 minutes. Elle rejeta les couvertures et, sans bruit, posa les pieds au sol. Elle s'était couchée habillée. Il ne lui restait plus qu'à enfiler ses bottes pour être prête. Elle agit dans un silence presque total. La voix d'Eyana, parfaitement réveillée, s'éleva pourtant avant qu'elle ait atteint la porte. « Où vas-tu » Camille se mordit les lèvres. C'était bien sa veine de partager sa chambre avec une marche-ombre au sens aussi infaillible qu'un radar. Elle décida de formuler une demi-vérité. « J'ai rendez-vous avec Salim. » avoua-t-elle. « C'est du beau. » Rien, Eyana. Puis elle ajouta. « D'accord, je n'ai rien entendu, mais ne passe pas la nuit dehors, où je réveille Maître Duhomme pour qu'il parte à ta recherche, compris ?»« Compris !» promit Camille en se félicitant que son amie se soit méprise sur ses intentions.
Elle se glissa hors de la pièce. Le couloir était sombre, mais les murs de pierre dégageaient une faible luminosité qui permettait de se déplacer sans encombre. Impossible de déterminer depuis quand cette lumière avait été dessinée. Depuis des siècles peut-être. Et Camille se demanda si elle avait été créée tamisée ou si son intensité avait décru au fil du temps. Elle gagna rapidement la chambre où elle avait donné rendez-vous à Salim. Il attendait assis devant la porte et se leva à son arrivée. « Non !» intervint Camille avant qu'il ait eu le temps de parler. « Ne râle pas, ce n'est qu'un très léger retard et nous avons des tas de choses à faire. » Très bien, ma vieille. Je me tais, je ne pense à rien, je n'ai pas sommeil et je n'ai pas froid aux fesses. Par quoi commençons-nous? Camille réfléchit un court instant. « La vigie !» Mais Edwin a expliqué qu'il fallait être un dessinateur de haut niveau pour y pénétrer. Il parlait dans le vide. Son ami avait fait demi-tour et s'éloignait déjà. Salim courut pour la rattraper. « Tu pourrais au moins me dire ce qu'on cherche ?» ronchonna-t-il. « Qui on cherche ?» Le corrigea Camille. « On cherche quelqu'un ?» « Oui, celui qui m'a aidé lors de mon duel. Celui qui peut dessiner ici alors que c'est impossible. Celui dont tout le monde ignore la présence et que je dois absolument trouver. » Mais... Tais-toi, Salim! Bien que les gardes soient postés sur les remparts et non au cœur de la citadelle, mieux vaut ne pas courir le risque d'être découverts. Nous aurions du mal à expliquer notre présence ici. La tour de la vigie s'élevait au centre d'une cour plantée de pommiers. L'ouverture à sa base n'était close par aucune porte et personne ne gardait les quelques degrés qui y conduisaient. L'intérieur de l'édifice baignait dans la même clarté que les couloirs de la citadelle. Ils eurent un mouvement de recul en découvrant l'escalier, une rampe vertigineuse s'enroulant sans garde-fou sur le mur arrondi. La perspective offerte par l'absence de pilier central donnait le tournis, bien qu'il fût impossible de discerner le fait de l'édifice. Les marches, larges de plus de 2 mètres, étaient en pierre soigneusement polies et ajustées. « Jolie grimpette !» apprécia Salim. « Tu es certaine de vouloir aller là-haut ?» En guise de réponse, Camille attaqua l'ascension, et il n'eut d'autre possibilité que de la suivre. Il leur fallut presque 20 minutes pour gagner le sommet de l'escalier, serré contre le mur, évitant d'observer le vide à leurs pieds. Le souffle court, les jambes douloureuses, ils atteignirent enfin le dernier degré. Ils donnaient sur un palier baignant dans une lueur bleutée, qui provenait d'une arche s'ouvrant sur une nouvelle volée de marche. Ils s'approchèrent. La lumière formait un rideau immatériel qui barrait complètement le passage. « C'est électrifié ce machin ?» s'inquiéta Salim. « Aucune idée !» répondit Camille. « Tends le bras pour qu'on le sache !»« Tu plaisantes !»« Tu vois une autre solution ?»« Oui, faire demi-tour !» Camille secoua la tête et avança d'un pas. Salim ouvrit la bouche pour protester, mais déjà elle avait traversé le rideau lumineux. « Pas de problème !» affirma-t-elle. « Tu peux venir !» Salim haussa les épaules et la suivit. Du moins, essaya. Il rebondit contre la lueur bleue comme s'il avait heurté un mur et poussa un grognement en se frottant le front. « J'en étais sûre !» commenta Camille. Très drôle. Râla Salim. Tu aurais pu m'avertir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un dessin, expliqua Camille. Je l'ai senti en arrivant. Je savais que ce n'était pas électrifié. Sinon, en écreinte, je t'aurais laissé passer devant. Il doit s'agir d'un écran destiné à filtrer les visiteurs. Seuls les dessinateurs de haut niveau peuvent le franchir. Génial. Lâcha Salim. Tu m'expliques à quoi je sers moi maintenant? À m'attendre, rétorqua-t-elle. Avec tes 2 amis, patience et bonne humeur. Salim poussa un soupir résigné. C'est bon, j'accepte le rôle de l'inutile de service. Sois prudente, quand je ne suis plus là pour te surveiller, tu as tendance à faire des bêtises. Camille ne répliqua pas et lui tourna le dos. Devant elle, il n'y avait qu'une dizaine de marches, qu'elle gravit promptement. Elle se retrouva au sommet de la tour, au centre d'une immense pièce circulaire, éclairée par la lueur des étoiles et de la lune. Une coupole transparente remplaçait murs et plafonds, offrant à la vue un panorama merveilleux. Au nord, la chaîne du pôle dressait ses impressionnants sommets enneigés, tandis qu'au sud s'étendait une plaine vallonnée, parsemée d'une multitude de lacs scintillants. À l'ouest, le pôle image traçait une longue ligne sinueuse qui paraissait blanche dans la nuit. Camille s'approcha de la coupole et y posa la main. Son contact la surprit par sa tiédeur et confirma son idée qu'il ne s'agissait pas d'une matière naturelle. Elle reporta son regard au sud, en direction d'Al-Jait, et recula malgré elle. Le paysage nocturne avait bondi vers elle. Avec précaution, elle fit une nouvelle tentative. Elle se rendit compte avec stupéfaction que le dôme jouait le rôle d'une loupe. Elle se concentra sur une portion du pôle image et tout à coup, le fleuve lui parut aussi proche que s'il avait coulé au pied de la citadelle.
Elle relâcha son attention et sa vision redevint normale. Pendant quelques minutes, elle s'amusa à explorer le paysage. L'effet de grossissement était proportionnel à sa volonté. Elle parcourut les frontières de glace comme si elle s'y trouvait, et observa les jeux d'un couple de renards blancs. Elle saisit l'avantage d'une telle invention dans une région aussi peu sûre que les Marches du Nord. Pas étonnant que les Raves n'aient jamais réussi à surprendre l'Empire. À regret, Camille s'éloigna de la paroi translucide. La pièce était meublée avec goût. Elle fit rapidement le tour des meubles. Fauteuil de repos, lit double, bahut bas, commode, tout laissait deviner que 2 personnes, certainement un couple, y habitaient. Elle se représenta Elearil Morianval se déplaçant dans cet intérieur. Et ses mâchoires se contractèrent. Pour la première fois, elle perçut combien il était facile de haïr quelqu'un. Aucun signe en revanche de l'inconnu qu'elle recherchait. Camille se glissa dans l'imagination. Aussitôt, la puissance de l'endroit lui parut évidente. Comme à Helgate, tout ici baignait dans le pouvoir et le dessein. Elle sentit cependant une grosse différence avec la capitale de l'Empire. Cette dernière n'était qu'une création. La citadelle était une source. Camille utilisa tout son pouvoir pour tenter d'identifier l'origine de cette force. En appelant les chevaux quelques jours plus tôt, elle avait découvert une nouvelle facette de son don. Cette même facette qu'elle avait utilisée en demandant de l'aide pendant son duel. La faculté de communiquer à distance. Pouvait-elle se servir de ce pouvoir pour repérer quelqu'un? À aucun moment Maître Diom ne lui avait parlé d'une telle éventualité. Mais elle ne perdait rien à essayer. Elle balaya la citadelle en tenant son esprit le plus ouvert possible, à l'affût de la moindre perception inhabituelle. Elle insista pendant près d'1 quart d'heure. En vain. Elle commença à désespérer lorsque la chance lui sourit. Curieuse, elle voulut savoir avant de renoncer si elle pouvait déterminer la position de Salim. Elle se concentra sur la zone située au-dessous d'elle, et en un éclair eut la réponse à sa question. La source de la puissance de la citadelle n'était pas dans la vigie, mais dans les fondations de la tour. L'endroit dégageait une telle aura de pouvoir qu'il lui était impossible de prospecter plus avant. Il lui fallait se rendre sur place. Elle dévala les degrés qui conduisaient au rideau de lumière bleue, et le traversa. Salim l'attendait en faisant les 100 pas sur le palier. « Pas trop tôt !» râla-t-il. « Tu t'étais endormi? Je cherchais mon inconnu. Et tu l'as trouvé? Non, mais j'ai sans doute mis le doigt sur l'endroit où il se cache. On y va? Ça roule, ma boule. Je te suis, comme d'habitude. » Ils descendirent l'impressionnant escalier en colimaçon pendant que Camille expliquait à son amie ses découvertes et ses déductions. Ils arrivaient en bas lorsqu'elle conclut. Voilà, il ne nous reste plus qu'à atteindre les sous-sols. Salim se frappa la tempe avec un doigt. Tu as apporté une pelle avec toi, j'espère? Parce que je vois mal comment tu vas faire pour descendre plus bas que le rez-de-chaussée. Je vais emprunter l'escalier, rétorqua Camille. Logique, non? Loin de moi l'idée de te contredire, ma vieille. Mais je discerne quand même un problème avec l'escalier. Quel problème? Ben, il n'y a pas d'escalier. Camille observa son amie avec surprise. Et ça? Lança-t-elle en montrant le sol. Qu'est-ce que c'est selon toi? Ma foi, de gros pavés de pierre, pourquoi? Camille comprit que Salim ne plaisantait pas. Pourtant, elle distinguait bel et bien une volée de marches s'enfonçant dans l'obscurité. Elle s'approcha de l'ouverture. Tu es sûre que tu ne vois rien? Rien du tout. Et là? Camille posa un pied sur le 1er degré. Salim eut un quai de surprise. Tu veux vraiment le savoir? Demanda-t-il. Oui. Eh bien, ta jambe disparaît dans la dalle jusqu'au genou. Et maintenant? Camille avait descendu 2 marches de plus. Arrête! Salim avait crié. Ça me file la pétoche de te voir fondre dans le sol. Qu'est-ce que tu fabriques? Il y a un escalier, Salim, expliqua-t-elle. Tu ne peux pas le voir, c'est tout. Allez, viens! Je ne peux pas le voir, c'est tout. Rien de plus normal selon toi. Ménage-moi, ma vieille, j'ai l'impression de devenir fou. Il fit néanmoins un pas en avant avec précaution. Son pied s'appuya sur les pavés qu'il savait désormais être une illusion. Il y trouva un appui parfaitement réel. Il ne s'enfonça pas d'1 millimètre. Et si on changeait de programme? Ironisa-t-il. J'ai oublié de t'avertir que je ne savais pas nager dans les cailloux. Comme pour donner plus de poids à ses paroles, il sauta sur place 2 ou 3 fois. Un nuage de poussière s'éleva à chacun de ses bonds. Camille remonta les marches qu'elle avait descendues et lui saisit la main. Ferme les yeux, lui ordonna-t-elle. Et fais-moi confiance, on va essayer différemment. C'est injuste, protesta Salim. Tu sais bien que si tu me prends par les sentiments, je suis capable de te suivre comme un aveugle jusqu'au bout du monde. Encore plus loin peut-être. Tu joueras une autre fois au poète. Se moqua gentiment Camille. On y va? Elle le guida avec douceur et stupéfait. Salim sentit un 1er degré sous ses pieds, puis un 2e. N'ouvre pas les yeux, le prévint Camille. Nous n'avons pas encore dépassé le niveau du sol. C'est bon, tu peux regarder. Salim obéit. Il se trouvait dans l'obscurité la plus totale.
Mais on n'y voit rien, protesta-t-il. Lumière, s'il te plaît. Camille tenta de se glisser dans les spires. Comme un peu plus tôt dans la soirée, elle eut l'impression qu'y accéder était impossible. La sensation de glisser était toujours présente, mais elle savait désormais à quoi s'en tenir. Elle insista et réussit à se concentrer suffisamment pour qu'une petite flamme se mette à danser au bout de ses doigts. L'escalier qui s'enfonçait dans la nuit était à peine assez large pour laisser le passage à une personne à la fois. Camille s'y engagea la première. Au bout d'une trentaine de marches, ils butèrent contre une porte basse en bois vermoulu. Lorsque Salim posa la main sur la poignée, elle refusa de tourner. Encore indécent, grogna le garçon. Oui, de toute évidence, Murmura Camille. et je ne sais pas du tout comment faire pour l'ouvrir. À cet endroit de la citadelle, l'imagination est aussi accessible que le sens de l'humour de Maître Duham quand on lui marche sur le pied. Tu as pourtant créé une flamme. Avec beaucoup de difficultés. Impossible de dessiner autre chose. On peut toujours essayer les vieilles méthodes, proposa Salim. C'est-à-dire? En guise de réponse, il prit de l'élan et donna un bon coup d'épaule contre la porte. Il rebondit avec un bruit sourd, qui fut suivi d'un gémissement. Le battant semblait près de s'écrouler de vétusté, mais il était aussi solide qu'un mur d'acier. « Raté !» constata Salim en se frottant l'épaule. « Il faut tenter autre chose. » Oui. Acquiesça Camille. Mais quoi? Et si vous frappiez poliment? J'ai entendu dire que ça se faisait. La voix avait résonné autour d'eux, et ils sursautèrent avant de se regarder indécis. Finalement, Camille avança le doigt et donna 2 légers coups contre le bois. Avec un grincement, la porte s'ouvrit. Chapitre 13. Ils s'attendaient à tout, sauf au spectacle qui s'offrit alors à leurs yeux. Une forêt de vieux chênes noueux s'étendait devant eux. À leurs pieds, l'herbe verte et rase était parsemée de minuscules fleurs blanches. Des demoiselles de 5 heures. Ne put s'empêcher de constater Camille. Au-dessus des arbres, le ciel d'un bleu parfait était traversé çà et là par d'indolents nuages aux formes rondes. Un vent léger et doux charriait un étrange effluve composé de l'improbable mélange d'un parfum floral, de l'odeur de la résine et de celle de l'iode marin. À une centaine de mètres devant eux, une trouée parmi les troncs laissait entrevoir une étendue d'eau calme. Les chants de différents oiseaux résonnaient dans les branches et à plusieurs reprises, un couple d'écureuils qui jouait à se poursuivre montra ses panaches roux. « C'est impossible !» balbutia Salim. « Nous ne pouvons être dehors, nous sommes sous la tour. » Il se retourna. Un chêne se dressait derrière eux, plus imposant que le plus immense des arbres qu'ils aient eu l'occasion de voir à Gwendalavir. La porte qu'ils venaient de franchir s'ouvrait dans son tronc, les premières marches de l'escalier clairement visibles. « Mais que... proféra-t-il. « Chut !» le rassura Camille. « Je ne comprends pas tout, mais je suis sûre que nous ne risquons rien. » Elle s'avança d'un pas dans la forêt, s'émerveillant du spectacle qu'elle offrait et de l'harmonie bienfaisante qui y régnait. Les rares buissons croulaient sous des grappes d'apetissantes baies rouges qu'elle devinait délicieuses. Il n'y avait pas une ronce et aucun bourdonnement d'insectes ne se faisait entendre. Un souvenir insistant essaya de remonter à la surface de son esprit. Où donc avait-elle déjà vu un pareil lieu? Certainement pas dans la réalité. De telles forêts n'existaient pas. Ce ne pouvait être que dans un rêve, mais elle n'arrivait pas à se le rappeler. Ils s'approchèrent de la lisière du bois. Les eaux tranquilles d'un lac baignaient les racines des derniers arbres. En son centre émergeait une île de belle taille, tandis qu'à l'horizon dévoilait une chaîne de montagnes dressait ses pics couronnés de neige. De grosses dalles de pierre rosée affleuraient la surface du lac, formant un gué jusqu'à l'île. « La chaussée des géants !» chuchota Camille. « Je commence à me douter de ce que nous allons trouver là-bas, et ça m'inquiète un peu. » Je croyais qu'il n'y avait pas de risque. Il n'y en a pas. Comment veux-tu qu'il y en ait dans un endroit pareil? Non, je suis effrayée par l'effondrement de mes certitudes. Désolée ma vieille, mais je ne pige pas un mot à ce que tu racontes. Ça ne fait rien Salim, ça ne fait rien. Cette île s'appelle Avalon. Comme dans la légende d'Arthur, l'île de Merlin. Oui. Allez, viens, continuons. Ils avancèrent sur les dalles. Elles n'étaient pas glissantes et paraissaient disposées pour faciliter le passage de l'une à l'autre. Camille s'arrêta un instant pour sonder du regard les eaux limpides. « Qu'est-ce que tu cherches ?» murmura Salim, écrasé par la magnificence du lieu. « Une fée !» répondit doucement Camille. « Mais je crois que nous la trouverons à Avalon. » Elle prit pied la première sur l'île. Un sentier s'y enfonçait sur lequel ils s'engagèrent. Ils suivirent un moment ces lacets entre les chênes et les bouleaux, avant d'arriver dans une clairière au centre de laquelle se dressait un immense rocher blanc.
Une maisonnette basse au toit de chaume était bâtie contre son flanc. Devant la porte d'entrée, un pommier tendait ses branches chargées de fruits. Un homme était assis dans l'herbe, le dos appuyé contre son tronc. Il sourit en les voyant. Camille, ou devrais-je dire Ewilan, sois la bienvenue en Avalon. Toi aussi, Salim. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, peut-être moins, était vêtu simplement d'un pantalon de toile taché de vert aux genoux et d'une tunique claire. Son visage ouvert ne présentait aucun signe distinctif, hormis un regard pétillant d'intelligence, aux iris noisettes et un nez légèrement tordu. La surprise de Salim augmenta au centuple lorsque Camille prit la parole. « Merci, Merwin, ou devrais-je dire Merlin ?» L'inconnu éclata d'un rire frais. Bravo, jeune fille. Je suis heureux que la première personne à qui je parle depuis des siècles soit aussi vive que toi. Des siècles grogna Salim en sourdine. Je ne parais pas mon âge, pas vrai, bonhomme? Merwin ne riait plus, pourtant un grand sourire continuait à briller dans ses yeux. Mais qu'est-ce que vous fichez ici? Demanda Salim. Pourquoi vous cachez-vous dans cet endroit, aussi beau soit-il? Et pourquoi n'êtes-vous pas mort? Salim, gêné, se contenta de hocher la tête. Je n'ai pas le temps de mourir. J'ai beaucoup trop de travail. Et cela répond à tes deux autres questions. Merwin tourna la tête vers Camille. Il ne s'était pas levé. Aussi s'accroupit-elle pour se mettre à sa hauteur. Vous dessinez un monde, n'est-ce pas? Tout ce qui nous entoure est éternel, et c'est vous qui l'avez créé. Vous avez tout imaginé. Les arbres, les fleurs, le ciel, l'eau, les animaux, les montagnes. Nous sommes dans votre dessin. Un raisonnement parfait. Je ne regrette pas de t'avoir laissé venir jusqu'ici. Ton esprit est merveilleux, sans aucune des salissures causées par la méchanceté, l'intolérance ou les préjugés. Je sais ce qui t'amène à moi, et je serai heureux de t'aider, mais auparavant, régale-moi encore un peu de ta brillance. Je sais pourquoi vous faites tout ça, murmura Camille tristement. Je sais pourquoi vous avez quitté les hommes et pourquoi vous vivez en reclus depuis des siècles. Un silence respectueux s'installa. Merwin ne souriait plus. Il était parfaitement immobile. Son regard, plongé dans celui de Camille, laissait filtrer une détresse infinie. Elle poursuivit enfin. Je sais qui est la femme qui repose dans la chaumière derrière vous, dans un tombeau de cristal. Je sais que vous dessinez pour elle. Je sais qu'en refusant votre mort, c'est la sienne que vous défiez. Je sais que lorsque vous aurez achevé votre œuvre, il n'y aura d'autre solution que le retour de Viviane. Je pense à vous et j'ai mal. Camille se tut. Un instant, Salim crut qu'elle allait pleurer, tant ses yeux brillaient d'émotion. Mais ce fut sur la joue de Merwin qu'une larme, une seule, roula pour se perdre dans l'herbe. Il prit la parole d'une voix douce et triste à la fois. Merci, Ewilan. Ta compassion m'aide, beaucoup plus que tu ne le crois. Tes parents sont vivants, mais ça, tu le savais déjà. Comme tu sais qu'Elearil Morianval est la source de tous leurs ennuis. Ils sont retenus captifs au sommet du pic du destin, sur la plus étendue des îles Alines, dans le grand océan du Sud. Ils ne courent cependant aucun danger, car ils ont modifié le dessin par lequel Etlich et Elearil Morianval les ont figés, se mettant ainsi hors de leur portée. Les efforts réunis de leurs ennemis n'ont pu le défaire, mais ils sont incapables seuls de s'en libérer. À toi de t'en charger. Toutefois, si tu veux réussir, ton frère devra joindre ses efforts aux tiens. Va le chercher, il t'accompagnera, sois-en certaine, mais n'y va pas seul car tu échouerais. Pars avec Salim et avec Bjorn. Ils seront les piliers de ta réussite. Voilà tout ce que je peux faire pour toi. Quelques secondes s'écoulèrent, et lorsque Merwin reprit la parole, sa voix était raffermie. Nous allons nous quitter maintenant, pour ne plus jamais nous revoir. Il fut une époque où j'aurais vraiment aimé devenir ton ami, mais je n'ai plus le temps désormais. Une éternité de travail m'attend. Merci, Merwin, murmura Camille. Vous venez de m'offrir un merveilleux cadeau. J'espère, non, je sais que vous réussirez. L'homme qui était une légende en deux mondes eut un sourire distant, comme s'il n'était déjà plus tout à fait là. Son incroyable volonté de nouveau totalement concentrée sur son œuvre de démiurge. Il leva la main et la passa dans les cheveux de Camille. Il y eut un éclair très lumineux. Camille et Salim fermèrent les yeux, et quand ils les rouvrirent, chacun d'eux avait retrouvé sa chambre et réintégré son lit. « Ça va ?» demanda Iyana d'une voix endormie. « Tout s'est bien passé ?» ?»« Oui, » répondit Camille. Elle ne pouvait en dire plus. Les larmes qui roulaient sur ses joues auraient noyé ses mots. Chapitre 14. Le lendemain, Camille n'ouvrit les yeux qu'une fois le soleil proche du zénith. Elle émergea d'un profond sommeil sans rêve et s'étira avant de regarder autour d'elle. Siam était là,
installée dans un fauteuil, les jambes passées par-dessus un accoudoir. Elle lisait un épais volume relié de cuir qu'elle referma en voyant Camille se redresser dans son lit. « J'ai rarement vu quelqu'un dormir aussi volontiers !» s'exclama-t-elle. « Tu as des marmottes parmi tes ancêtres, c'est la seule explication !» Je crois que j'étais vraiment fatiguée. Où sont les autres? Ils ont pris leur petit déjeuner sur la terrasse sud, puis comprenant que tu n'avais pas l'intention d'émerger avant un bon moment, ils sont partis. Partis? Oui, mon frère a décrété une journée de repos obligatoire. Il doit se trouver près du lac de Lumia à l'heure qu'il est, en train de préparer des grillades pour le repas de midi. Je me suis proposé pour t'attendre et te servir de guide. Tu veux manger quelque chose avant de partir? Camille observa par la fenêtre le ciel d'un bleu profond, presque violet, dégagé de tout nuage. Une bonne dizaine de côtelettes! Tu crois qu'on peut les rejoindre à temps? Siam bondit sur ses pieds. Pas de problème, suis-moi! Camille s'habilla rapidement et elles dévalèrent une série d'escaliers qui les menèrent aux écuries. Aquarelle poussa un hennissement de joie quand sa maîtresse apparut et Camille s'empressa de la gratter entre les oreilles. Puis, essayant d'égaler la dextérité de Siam, elle la scella avant de se hisser sur son dos. Les deux jeunes filles, après avoir salué les gardes, sortirent de la citadelle par la porte est et pénétrèrent dans une magnifique forêt de feuillus. Camille inspira une profonde goulée d'air pur. Sa rencontre avec Merwin lui avait rendu son équilibre. Elle qui aimait que son esprit soit en ordre se retrouvait enfin avec des certitudes, et la situation lui paraissait tout à coup beaucoup moins complexe. Elle compatissait toujours à la détresse du prodigieux dessinateur, mais savoir où étaient ses parents et ce qu'il lui fallait faire pour les rejoindre l'emplissait de joie. Elle se tourna vers Siam, qui chevauchait près d'elle, l'inévitable sabre des frontaliers accroché en travers du dos. « Tu ne t'en sépares jamais ?» lui demanda-t-elle en désignant l'arme du doigt. « Jamais. Sans lui, je me sens toute nue. »« Tu parles comme Ayana !» s'étonna Camille. « Moi, je juge ça plutôt encombrant et, vu mes aptitudes à l'escrime, totalement superflu. Ce n'est qu'un morceau de métal, pas un vêtement. »« Dis-moi, » répliqua Siam sans se démonter, « comment te sentirais-tu si on t'enlevait la possibilité de dessiner ?» Camille réfléchit une seconde. « Je crois que je me sentirais toute... »« C'est bon, j'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai parlé trop vite. » Siam éclata de rire. Elle ne devait guère avoir plus de 18 ans et les fossettes creusées par son hilarité la rajeunirent encore. Camille se sentit très proche d'elle. D'un accord tacite, elles talonnèrent leur monture. Le vent frais de la course fouetta bientôt leur visage. Le feuillage de certains arbres commençait à se teinter d'or, seule note qui annonçait la fin de l'été. Au cœur de cette nature sauvage, déserte, la piste était bien tracée. Camille goûtait le plaisir de la chevaucher, quand soudain, 2 rails surgirent en hurlant. Ce devaient être des rescapés de la dernière grande bataille, qui n'avaient dû leur vie sauve qu'à la fuite et à leur endurance. Ils étaient massifs, impressionnants dans leurs armures hérissées de pointes. Les 2 canines qui sortaient de leurs groins ruisselants de bave étaient jaunes et leurs faces hideuses. Ils tenaient à la main, l'un une masse cloutée, l'autre un immense cimeterre ébréché. Aquarelle se cabra, Camille vida les étriers et se retrouva assise par terre, sans autre mal qu'une cuisante douleur aux fesses. Siam, qui n'avait eu aucune difficulté à maîtriser son cheval, sauta au sol et courut vers elle. Les rails s'avancèrent d'une démarche chaloupée en poussant des borborismes menaçants. Camille était proche de l'affolement lorsque son regard croisa celui de Siam. Elle y lut, stupéfaite, une joie certaine teintée d'enthousiasme. « On partage ?» proposa Siam. En un éclair, Camille comprit 2 choses. D'abord, que Siam lui offrait, à la mesure de ses valeurs, un véritable cadeau. De toute évidence, la jeune frontalière se serait volontiers occupée seule des 2 races. Ensuite, qu'elle, Camille, était parfaitement capable de se tirer d'affaire dans cet affrontement. Les Téliches avaient cessé de la traquer, elle ne devait plus dissimuler son don, et elle ne se trouvait pas dans un hiatus. Elle pouvait dessiner à sa guise, et cette prise de conscience la frappa comme une révélation. « J'ai vu assez de morts, » répliqua-t-elle. « Tu peux désarmer le tien ?»« Sans problème, et toi ?»« Je peux même le déshabiller !»« Chiche !» cria Siam en tirant son sabre. Le premier ray arrivait. Il leva son cimeterre, mais comme doué d'une vie propre, la lame de la frontalière s'enroula autour de la sienne avec un sifflement serpentin. L'épée du guerrier cochon s'envola pour retomber dans les buissons une dizaine de mètres plus loin. Camille se glissa dans les spires. Une douzaine de dessins possibles défilèrent dans son esprit. Elle en retint un, élégant et efficace. À 3 pas d'elle, le 2e rail s'arrêta en fixant stupidement le bouquet de fleurs qui avait remplacé la massue dans sa main. Puis il poussa un grognement de surprise, lorsque chacune des plaques qui composaient son armure se mit à frémir. Le métal terne se para de couleurs chatoyantes, et un à un, une vingtaine de papillons géants prirent leur essor.
Le Rei se retrouva vêtu d'un simple caleçon et d'une chemise trouée, quand cette dernière se transforma en une légère fumée que le vent dispersa. Le guerrier cochon, traumatisé, préféra renoncer. Tenant serré dans ses poings le dernier de ses vêtements, il s'enfuit en courant. Siam en avait presque fini avec le sien. Elle le gardait à distance avec de vilains coups du plat de sa lame, qui l'obligeaient à danser sur place. Tandis que du tranchant, elle coupait un à un les liens de cuir qui maintenaient solidaires les différentes parties de l'armure. Elle s'amusait beaucoup, opérant avec la maestria d'un véritable chirurgien. Un dernier coup de sabre acheva de réduire la cuirasse à un amas de métal inutile au pied du Rei. Siam fit encore 2 gestes éblouissants, et la chemise rejoignait l'armure. Le guerrier cochon se figea sur place. Il considéra les 2 jeunes humaines d'un air hébété, puis pris de panique, tourna les talons et s'enfuit. Raté, regretta Siam. Il n'était pas tout nu. Le mien non plus, Avoua Camille. mais je crois que j'aime mieux ça. Il y a des horreurs que je préfère éviter. Elles se dévisagèrent et éclatèrent de rire. Lorsqu'elles retrouvèrent leurs compagnons au bord du lac de Lumia, Maître Duhomme et Bjorn s'appliquaient à faire brûler des côtelettes de coureurs tandis que Maniel essayait d'enseigner la pêche à Salim. Edwin et Eliana, assis côte à côte sur un rocher, discutaient paisiblement, les pieds au ras de l'eau. Alors, Ewilan, S'enquit le vieil analyste. bien dormi? Le trajet a-t-il été agréable? Oui, aux 2 questions. Répondit-elle sans se troubler. Elle n'ajouta rien, et Siam ne parla pas des Reis. Elles sentaient toutes 2 que ce secret partagé était la première pierre d'une solide amitié. Bjorn, en apercevant Camille, s'était précipité vers son cheval et avait tiré une bourse de ses fontes. Il revint en courant. « Trop tard !» lui cria Salim. « La viande est déjà carbonisée, nous mangerons de l'herbe à midi. » Mais le repas n'inquiétait pas le chevalier. Il ouvrit la bourse et en tira 2 perles irisées qui semblaient davantage constituées de lumière que de matière. « Des voyageuses !» s'exclama Maître Duhomme. « Où les as-tu dénichées ?» Vous savez ce que c'est? S'étonna Bjorn. « Bien sûr, triple buse !» S'indigna le vieillard. « Il s'agit de merveilles rarissimes qui datent de l'époque de Merwin. Chacune d'elles renferme un dessin en devenir, un pas sur le côté en fait. Celui qui utilise une voyageuse peut se transférer d'un endroit à un autre, seul ou en emportant quelqu'un, comme s'il était un dessinateur de haut niveau. Malheureusement, une sphère n'est utilisable qu'une fois. Ensuite, elle disparaît. J'ignorais qu'il en restait encore de nos jours. » Ben ça alors! Dit Bjorn. Je les ai trouvés ce matin sous mon oreiller. Je pensais demander son opinion à Ewilan. Quoi? S'emporta l'analyste. Sous ton oreiller? Tu plaisantes! Maître Duhomme, Intervint Camille. Les regards se tournèrent vers elle. ces voyageuses étaient là parce que je ne peux pas amener plus d'une personne avec moi lorsque je dessine un pas sur le côté. Une onde de surprise balaya la compagnie. Puis Camille reprit. Si on réussit à sauver une partie du repas, j'aimerais qu'on mange un morceau. Je meurs de faim. Et si vous êtes d'accord, je vous raconterai une histoire. Une histoire incroyable et merveilleuse, qui a pour nous un sens bien particulier. L'aventure n'est pas finie.